Alors, je vais prendre ça. Bien, eh bien, moi, je vais vous parler de nanotechnologie et de la conception de nouveaux médicaments. Alors, est-ce qu'on peut avoir la première diapositive? C'est moi qui dois pousser. Voilà. Donc, vous savez, je vais un petit peu vous montrer pendant cet exposé extrêmement rapide comment on peut utiliser finalement l'infiniment petit pour développer des systèmes de vectorisation des médicaments qui vont amener des molécules biologiquement actives au niveau de ce que l'on appelle les cibles thérapeutiques, par exemple des cellules infectées, par exemple aussi des cellules tumorales. Alors, vous savez qu'actuellement, on dispose, je dirais, dans l'arsenal thérapeutique, vous le voyez ici, de toute une série de nanotechnologies qui peuvent être utilisées donc, pour réaliser ce ciblage, cette vectorisation des médicaments. Alors, comme on va généralement administrer ces systèmes par ce que l'on appelle la voie intraveineuse, vous comprenez que pour éviter des problèmes thromboemboliques, par exemple, des embolies à l'injection, eh bien, on doit avoir recours à des systèmes qui vont être extrêmement petits et qui vont avoir une taille de l'ordre de 0,1 micron. 0,1 micromètre, donc vous voyez, c'est de la nanogalénique, c'est de la nanoformulation pharmaceutique. Et pour vous donner un ordre de grandeur, par rapport à un globule rouge, eh bien, c'est une taille qui est à peu près 70 fois plus petite qu'un globule rouge. Alors, vous voyez, on a des objets qui sont extrêmement divers. On peut, par exemple, synthétiser, préparer ce que l'on appelle des liposomes, qui sont finalement des bicouches concentriques de phospholipides, comme vous le voyez ici. Et entre ces bicouches ou à l'intérieur du compartiment aqueux, eh bien, on va pouvoir mettre une molécule biologiquement active, par exemple un antiviral, un anticancéreux, etc. On peut aussi, vous le voyez, développer, vous voyez ici, des systèmes vecteurs à base de polymères, notamment à base de polymères biodégradables. Et là aussi, eh bien, vous voyez, on peut avoir une sphère, on peut avoir une capsule et on va entraper le médicament biologiquement actif à l'intérieur de ces nanosystèmes. On peut aussi, et je vous en dirai un mot, vous le voyez, développer des nanosystèmes métalliques, comme par exemple des oxydes de fer, pour faire de l'hyperthermie sélective au niveau des tumeurs. Alors tous ces systèmes qui sont, vous le voyez, extrêmement petits, eh bien, ils ont une caractéristique, tous pratiquement, qui est la même, c'est que quand on va les administrer, vous le voyez ici, par voie intraveineuse à un organisme vivant, en l'occurrence d'abord un animal de laboratoire, mais aussi chez l'homme, puisque maintenant on a un recul clinique relativement important, eh bien vous voyez que tous ces nano-objets vont en fait se concentrer au niveau du tissu hépatique. Alors vous voyez ici, c'est ce que l'on appelle une autoradiographie. Donc on peut étudier par cette technique la distribution de ces nano-objets dans l'organisme après administration intravasculaire. Et vous voyez que vous allez avoir une concentration extrêmement importante au niveau, vous le voyez ici, des deux lobes hépatiques. Alors évidemment, l'idée est tout de suite venue qu'on pourrait utiliser ces espèces de navettes pour cibler au niveau hépatique des médicaments qui peuvent éventuellement traiter des pathologies hépatiques extrêmement difficiles à traiter à l'heure actuelle. Et je vais vous en donner un exemple qui a été développé dans mon laboratoire il y a maintenant une bonne dizaine d'années, et qui fait l'objet d'un certain nombre d'essais cliniques, notamment en phase 2. C'est le traitement, vous le voyez, des métastases hépatiques. Vous savez que les métastases hépatiques, malheureusement, c'est une pathologie qui est pratiquement toujours mortelle. Et donc, on essaye tout d'abord de traiter les médicaments, d'étudier l'efficacité des médicaments anticancéreux sur des animaux de laboratoire, bien sûr. Et vous voyez qu'ici, vous avez un exemple où on a compté le nombre de métastases hépatiques en fonction de la dose de médicaments qu'on va administrer. Alors, vous voyez que quand on n'administre pas de médicaments, eh bien, vous allez avoir à peu près 150 métastases hépatiques pour les animaux qui sont non traités. Ensuite, c'est ce que vous voyez ici en vert. On va administrer un médicament qui est actuellement très utilisé en clinique, qui est un anticancéreux, qui est la doxorubicine, qui est relativement efficace, mais qui pose des problèmes notamment de toxicité cardiaque. Alors, vous voyez très bien que pour une dose de 2,5 mg par kilo, eh bien, on ne va pas guérir les animaux, on a toujours le même nombre de métastases hépatiques. Si on augmente la dose à 5 mg par kilo, ben, vous voyez qu'on a une efficacité thérapeutique. Ce qui veut dire qu'effectivement, c'est un relativement bon médicament anticancéreux. Mais on n'élimine pas toutes les métastases hépatiques. Si on passe à 7,5 mg par kilo, eh bien, vous voyez que vous allez encore améliorer l'efficacité thérapeutique, mais là, vous allez observer la mort d'un certain nombre d'animaux.
Et cette mort est due non pas aux tumeurs, mais à la toxicité du médicament. Et a fortiori, à 10 mg par kilo, vous allez avoir à peu près 50% des animaux qui vont mourir. Et qui vont mourir, on le sait à l'heure actuelle, notamment de toxicité cardiaque. Et ça vous montre bien toute la problématique du traitement des tumeurs à l'heure actuelle, c'est qu'on a des molécules qui sont très actives, vous le voyez, mais qui sont aussi extrêmement toxiques. Et donc on a ce que l'on appelle une fenêtre thérapeutique qui est extrêmement étroite. Et c'est toute la difficulté du clinicien, c'est d'être à une dose efficace sans atteindre la dose toxique. Et dans le domaine des anticancéreux, c'est extrêmement difficile. Alors là où les nanotechnologies sont extrêmement intéressantes, c'est que comme il s'agit de métastases hépatiques, donc qui sont localisées au niveau du foie, et que les nanoparticules, je vous l'ai dit, les nanosystèmes ont tendance à se concentrer au niveau hépatique, eh bien l'idée était de dire, prenons cette molécule qui est utilisée en clinique, qui est la doxorubicine, et mettons-la dans ces systèmes, dans ces nanovecteurs qui vont amener ce médicament au niveau hépatique. Et vous voyez que là, on a eu des résultats tout à fait spectaculaires, puisque vous le voyez, pour une dose de 2,5 mg par kilo, c'est ce que vous avez ici en rouge, eh bien on va déjà avoir une activité anticancéreuse qui est extrêmement importante. À 5 mg par kilo, vous le voyez, on va pratiquement débarrasser l'animal de toutes ses métastases hépatiques, on va le guérir. Et à 10 mg par kilo, eh bien, on a la surprise de constater que les animaux ne meurent pas de toxicité. Donc non seulement le médicament est plus efficace, parce qu'on va amener la molécule anticancéreuse au niveau du foie, mais je dirais que la formulation nanoparticulaire est moins toxique parce qu'elle va au niveau du tissu hépatique et elle ne va pas au niveau du tissu cardiaque, qui est la cible toxicologique de la molécule. Et ça, vous pouvez le voir aussi tout simplement en faisant ce que l'on appelle des biopsies, c'est-à-dire en prélevant des fragments de tissu de ces animaux qui ont été traités par la même dose de doxorubicine, soit sous forme libre, vous le voyez en vert, soit sous forme nano-encapsulée, vous le voyez en rouge. Vous voyez très très bien ici une métastase hépatique qui est très fortement étendue autour d'un sinusoïde hépatique, vous le voyez. Vous voyez toutes ces cellules-là qui ont généralement des doubles noyaux qui sont en multiplication, c'est une métastase hépatique. Et vous voyez que pour le tissu des animaux traités par la forme nanoparticulaire de la doxorubicine, on a encore quelques micrométastases, vous en voyez une ici, mais vous avez une quantité beaucoup plus importante de tissu sain. Alors, il faut savoir que dans le domaine du cancer, il y a un autre problème dans le traitement des tumeurs hépatiques qui est extrêmement important, c'est celui de la résistance. Il faut savoir que, outre le problème de la toxicité cardiaque, vous avez également beaucoup de patients qui, après avoir été traités pendant un certain temps, ou même, je dirais, de prime abord, présentent une résistance à ces traitements à l'aide de doxorubicine ou d'autres médicaments anticancéreux. Et on connaît très très bien le mécanisme de cette résistance. En fait, ce sont des patients qui ont des cellules tumorales et dans la membrane de la cellule tumorale, eh bien, vous avez ce que l'on appelle une protéine qui est une pompe d'efflux. C'est-à-dire, dès que le médicament rentre dans la cellule, cette protéine va prendre en charge le médicament et va rejeter le médicament à l'extérieur de la cellule. Conclusion, les patients sont résistants. On a beau leur administrer des quantités importantes de médicaments, les patients sont résistants. Eh bien, on a constaté que lorsqu'on administrait des molécules biologiquement actives, en l'occurrence ici l'anticancéreux dont je vous parlais, la doxorubicine, sous forme de nanoparticules, eh bien la molécule médicamenteuse, elle est finalement cachée par la particule vis-à-vis de cette fameuse pompe d'efflux membranaire. Et on a constaté que lorsqu'on associait ce médicament anticancéreux à des nanoparticules, eh bien on pouvait réverser ce que l'on appelle la résistance multidrogue aux anticancéreux. C'est-à-dire que des patients qui étaient résistants, qui avaient un hépatocarcinome résistant, eh bien, lorsque l'on donne la doxorubicine sous forme de nanoparticules, eh bien, ils redeviennent sensibles à la chimiothérapie et donc on peut les traiter. Et actuellement, il y a des essais cliniques de phase 2 qui donnent des résultats, je peux vous dire, extrêmement positifs. Et vous avez ici simplement un exemple, encore une fois, qui a été réalisé sur ce que l'on appelle des souris transgéniques, c'est-à-dire ce sont des malheureux animaux qui vont naturellement développer un hépatocarcinome résistant. Et on va voir avec les nanoparticules si on arrive effectivement à traiter cet hépatocarcinome résistant. Eh bien, vous voyez que oui, c'est le cas. Si on regarde, peu importe, ne rentrons pas dans les détails, mais ce que l'on appelle l'effet apoptotique du médicament, c'est-à-dire la capacité du médicament à tuer les cellules tumorales, vous voyez qu'on peut voir ici, vous le voyez ici par histologie,
eh bien vous voyez qu'avec la forme nanoparticulaire qui est ici ou là, on va avoir une efficacité thérapeutique en termes d'apoptose des cellules tumorales beaucoup plus importante qu'avec le produit libre et évidemment lui-même plus important que lorsque les animaux sont traités sans médicaments, c'est-à-dire simplement avec du glucose 5%. Donc voilà un exemple, si vous voulez, dans le domaine du cancer, de traitement de métastases hépatiques, d'hépatocarcinomes résistants. Et encore une fois, donc, ça fait à l'heure actuelle l'objet de ce que l'on appelle un essai clinique de phase 2. Alors vous savez que dans le domaine du cancer, il y a également tout un domaine qui est extrêmement important, dont vous avez certainement dû entendre parler par la grande presse, c'est la thérapie génique. Alors vous savez qu'une cellule tumorale, finalement, une cellule en général, eh bien il faut qu'elle ait un équilibre entre deux types de gènes. D'une part, les gènes qui vont faire que la cellule va se multiplier. Si les cellules ne se multiplient pas, c'est la mort. Donc les cellules doivent se multiplier. Il y a un certain nombre de gènes qui codent pour cela. Mais les cellules doivent aussi mourir. Et donc vous avez un certain nombre d'autres gènes qui codent pour ce que l'on appelle, je vous l'ai dit, l'apoptose cellulaire. Et quand vous avez un déséquilibre entre ces gènes, et notamment quand le gène apoptotique ne s'exprime pas, eh bien vous avez une multiplication cellulaire et on est parti pour avoir une cancérisation. Donc c'est là qu'on voit apparaître les tumeurs. Alors à l'heure actuelle, on a de mieux en mieux identifié ces cibles et on peut synthétiser, vous le voyez ici, des espèces de gènes artificiels qui vont se combiner avec le gène de la tumeur qui lui-même est responsable de la cancérisation. Et ces molécules sont extrêmement intéressantes en cancérologie parce qu'elles vont reconnaître au niveau du code génétique une séquence bien particulière qui est la séquence responsable du cancer. Je vais vous en donner un exemple. Le problème, c'est qu'actuellement, on n'a pas sur le marché des molécules comme ceci pour deux raisons. Deux raisons qui sont essentiellement, je dirais, pharmaceutiques de formulation. La première raison, c'est que quand vous prenez ces molécules et que vous les administrez à un patient, que vous mettez ces molécules en présence de sérum, eh bien vous le voyez, c'est un gel d'électrophorèse, peu importe, on peut très très bien observer que ces molécules vont se casser, elles vont être hydrolysées par les nucléases de l'organisme. Donc on les administre, elles sont immédiatement dégradées. Et d'autre part, alors ici vous ne voyez rien, moi non plus, c'est simplement parce que si vous prenez ces molécules, pour qu'elles soient actives, elles doivent rentrer dans la cellule pour atteindre le génome cellulaire. Eh bien, si vous marquez ces molécules avec de la fluorescence et que vous regardez les cellules, eh bien, vous voyez que tout est noir. Ce qui veut donc bien dire clairement que ces molécules, malheureusement, ne rentrent pas dans les cellules. Alors, vous voyez, tous les essais cliniques qu'on a fait avec ce type de molécules, ces gènes artificiels, je vais dire, un, on les administre, elles sont dégradées, et deux, elles ne rentrent pas dans la cellule. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment peut-on administrer ce qui est actuellement impossible à administrer? Eh bien, encore une fois, c'est un autre exemple, en utilisant des nanotechnologies. Alors, je vais vous montrer ça. On a développé, donc, par exemple, vous le voyez ici, ce que l'on appelle des nanocapsules dans les différentes nanotechnologies que je vous ai présentées au début de cet exposé. Il y avait notamment des nanocapsules. Vous avez là une très très fine membrane polymère, vous le voyez, qui encapsule en jaune ces fameuses molécules d'oligonucléotides antisciences, qui sont donc des acides nucléiques qui vont se combiner avec une cible cancéreuse bien particulière. Et à l'heure actuelle, on a des techniques, comme par exemple, vous le voyez ici, la cryofracture, qui vous permettent, alors que ces particules sont extrêmement petites, je vous le rappelle, 0,1 micron, de couper ces particules et d'examiner, je dirais, la morphologie de ces systèmes, c'est-à-dire leur structure. Alors vous voyez très très bien ici, on devine bien l'enveloppe de la nanocapsule, et à l'intérieur, vous avez la phase aqueuse qui contient les oligonucléotides antisens. Eh bien, on a utilisé donc cette technologie pour traiter le sarcome d'Ewing. Alors, vous savez que le sarcome d'Ewing, c'est une maladie pédiatrique, c'est une tumeur pédiatrique qui, heureusement, ne touche pas un nombre très important de petits-enfants. C'est pour ça qu'on peut dire que ça peut être une maladie orpheline à traiter. Mais enfin, c'est quand même un nombre, c'est quand même plusieurs centaines en France chaque année. Et cette maladie est due, vous le voyez ici, à ce que l'on appelle une translocation chromosomique. C'est-à-dire vous avez deux gènes sur deux chromosomes différents. Ça, c'est la cellule normale. Lorsque ces deux gènes vont fusionner les uns avec les autres, c'est-à-dire vont venir se mettre l'un à côté de l'autre sur un même chromosome, eh bien vous allez avoir ce que l'on appelle une protéine chimère.
c'est-à-dire une protéine que normalement on ne va pas voir dans la cellule normale. Et cette protéine chimère, eh bien, elle va entraîner la cancérisation. Alors, pour ceux que ça intéresse, ces deux protéines, c'est d'une part ce que l'on appelle la protéine FLI1 qui est un facteur de transcription et la protéine EWS qui est un activateur transcriptionnel, peu importe, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, maintenant, avec la biologie moléculaire, eh bien, on sait comment se présente, vous le voyez, le gène cancéreux, c'est ce que l'on appelle l'oncogène. Alors, vous voyez, j'ai représenté ici, vous le voyez en bleu-vert, la protéine, vous la voyez ici, enfin le gène qui code pour une des deux protéines, qui est EWS, et en jaune, vous le voyez ici, c'est le gène qui code pour l'autre protéine, FLI1. Et là où on a une cellule qui est tumorale, c'est parce que vous le voyez, on a un oncogène de jonction. La jonction entre ces deux morceaux de protéines, ça, c'est typique de la cellule cancéreuse. Alors ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on a une cible. On sait qu'il y a quelque chose dans la cellule cancéreuse qu'il n'y a pas dans la cellule normale. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a synthétisé, vous le voyez, un fragment d'acide nucléique qui, avec la reconnaissance des bases, va venir reconnaître sélectivement cette séquence de jonction, donc cet oncogène, cette séquence caractéristique des cellules cancéreuses. Alors, on va maintenant prendre cette séquence. Si vous incubez cette séquence avec les cellules tumorales, eh bien, vous voyez, vous n'avez rien dans les cellules. Je vous l'ai dit, ces molécules ne diffusent pas, ne pénètrent pas dans les cellules. Par contre, c'est ce que vous voyez dans la partie gauche de cette diapositive. On a marqué, si vous voulez, ce gène avec un colorant fluorophore, de manière à pouvoir les voir par fluorescence en microscopie. Et si on encapsule ce morceau de gène dans ces fameuses nanocapsules, que l'on incube avec les cellules, eh bien, vous voyez qu'on allume les cellules. Et vous voyez très bien que ce court fragment d'acide nucléique, cet oligonucléotide antisense, va aller jusqu'au niveau du noyau cellulaire. Et ça, c'est formidable parce qu'on va pouvoir faire rentrer dans la cellule des molécules qui, naturellement, ne s'y accumulent pas, et ceci, encore une fois, grâce aux nanotechnologies. Alors, quel est le résultat de tout ça? Eh bien, c'est qu'on peut guérir. Alors, vous voyez ici une pauvre petite souris nude à laquelle on a greffé, vous le voyez, le sarcome d'Ewing. Alors, pourquoi des souris nudes? Parce que le sarcome d'Ewing, c'est un sarcome humain. Si vous prenez une souris normale, elle va faire des anticorps contre un sarcome humain. Alors, on prend des souris nudes, c'est-à-dire qui ont un système immunitaire déprimé. On leur injecte les cellules tumorales humaines. Et ces pauvres souris, vous voyez, leur tumeur va croître de manière tout à fait régulière et importante. Si vous voulez traiter ces souris par le gène tel quel, en solution aqueuse, un injectable classique, eh bien vous voyez, c'est ce que vous avez ici en bleu, eh bien vous voyez que vous n'aurez aucun effet sur la croissance tumorale. Il n'y a aucune activité thérapeutique, la tumeur se met à croître tout à fait normalement, comme les animaux qui sont non traités. Et vous le voyez ici, si vous administrez l'oligonucléotide antisense, ce fragment de gène spécifique de l'oncogène de jonction, mais dans des nanocapsules, eh bien vous voyez que vous allez réduire de manière tout à fait considérable l'évolution de la tumeur et vous pouvez même guérir la tumeur si vous multipliez le nombre d'injections. Et vous voyez d'ailleurs que la souris qui a eu la chance d'être traitée par ce système de vectorisation de l'oligonucléotide, eh bien elle est guérie. Alors vous voyez, ça c'est typiquement le type d'expérience, bon il y en a des tas d'autres à faire, mais qui permettent d'engager là aussi un essai clinique. Et donc actuellement, sur cette technologie, on a demandé ce qu'on appelle un IND aux États-Unis pour faire un certain nombre d'essais cliniques sur cette pathologie-là. Ça, c'est ce que l'on peut appeler, je dirais, les vecteurs de première génération, les nanotechnologies qui naturellement vont dans le foie, ou avec les oligonucléotides antisense que l'on doit injecter en intratumoral pour avoir une efficacité thérapeutique. Le problème, c'est que si vous avez maintenant une tumeur qui n'est pas dans la sphère hépatosplénique, eh bien, ça va être beaucoup plus difficile à traiter et il faudra utiliser ce que l'on appelle des vecteurs de deuxième génération ou encore des nanosystèmes furtifs. De quoi s'agit-il? Eh bien, vous voyez que là, on a refait une autoradiographie d'un animal de laboratoire, en l'occurrence ici c'est un rat,
Et vous voyez qu'on lui a greffé par voie sous-cutanée des cellules cancéreuses qui se sont multipliées et qui, après un certain nombre de jours, vont donner un sarcome. Ici, c'est un sarcome des tissus mous, peu importe. Si vous essayez maintenant de traiter ce sarcome des tissus mous, comme je vous l'ai dit, avec une forme vectorisée d'un anticancéreux, eh bien, avec les vecteurs de première génération, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas pourquoi? Parce qu'ils vont aller dans le foie, comme je vous l'ai montré avec les métastases hépatiques. Vous voyez que le foie est tout à fait noir. Par contre, vous voyez que la tumeur, elle, n'est pas atteinte par ce type de vectorisation. Et donc le problème, cette fois-ci, c'est d'empêcher ces fameuses nanotechnologies d'aller dans le foie de manière à favoriser une concentration dans une tumeur qui n'est pas dans la sphère hépatosplénique. Alors pour ça, vous voyez, ça c'est quelque chose de très important dans le domaine des nanotechnologies. Il faut d'une part des pharmaciens, des médecins, des gens qui vont étudier la thérapeutique, mais il faut aussi des physiciens, des physico-chimistes qui vont comprendre, je dirais, l'architecture supramoléculaire de ces systèmes. Eh bien, ce sont des physico-chimistes qui ont permis de changer finalement la surface de ces particules de manière à la diriger à des endroits différents de l'organisme. Alors il faut savoir que si ces particules de première génération vont dans le foie, c'est essentiellement parce que, c'est ce que vous voyez ici en jaune, vous avez des protéines plasmatiques. Quand on va injecter ces nanoparticules dans la circulation générale, vous avez toute une série de protéines qui vont se coller à la surface de ces particules. Et parmi ces protéines, il y a des protéines qui sont reconnues par le foie. Alors voilà pourquoi on va dans le foie. Et là, le concept physico-chimique a été de dire, si on veut ne pas aller dans le foie, eh bien, il faut qu'on recouvre, vous le voyez, ces particules par des polymères hydrophiles et flexibles qui vont repousser ces fameuses protéines plasmatiques qui font que les particules vont dans le foie. Et c'est ce que l'on appelle un phénomène de répulsion stérique. Donc vous voyez qu'on a recouvert, on a décoré ces nanoparticules par un chevelu moléculaire qui va empêcher l'absorption des protéines plasmatiques, ce que l'on appelle l'opsonisation. Alors, vous allez le voir ici, ça marche très bien. Encore une fois, si vous prenez, vous le voyez ici, ces fameux vecteurs de première génération qui vont dans le foie, et si vous mélangez ces particules avec du plasma humain, eh bien vous allez voir, vous le voyez très très bien, que la surface de ces particules est rugueuse, simplement parce que les protéines plasmatiques vont venir se positionner en surface des particules par absorption. Et c'est ça qui fait qu'on va dans le foie. Si maintenant, et vous regardez bien, il faut avoir de bons yeux cette image-ci, eh bien vous voyez la même nanoparticule, mais on l'a recouvert de ces fameux cheveux, ce chevelu moléculaire de polyéthylène glycol, et vous voyez que la surface, elle est parfaitement lisse, et que les protéines plasmatiques, eh bien, elles ne viennent plus s'absorber à la surface de ces particules. Donc on a fait de la répulsion stérique. Et en termes maintenant de distribution tissulaire, de devenir dans l'organisme, ça va tout changer. Donc vous voyez, c'est vraiment une observation purement physico-chimique avec des chimistes qui permet d'avoir des objets qui vont se comporter complètement différemment dans l'organisme. Et c'est ce que vous voyez ici. Alors ça, c'est ce que l'on appelle une pharmacocinétique. Une pharmacocinétique, c'est quoi? On injecte le médicament par voie intraveineuse et puis on va faire des prélèvements sanguins et on va doser le médicament au cours du temps dans le torrent circulatoire. Alors, vous voyez que si vous injectez en jaune les fameuses nanotechnologies de première génération, c'est-à-dire qui n'ont pas de chevelu moléculaire en surface, eh bien, c'est le foie qui va capter, donc les concentrations dans le torrent circulatoire vont diminuer très rapidement. Maintenant, vous mettez juste ce chevelu moléculaire en surface des nanoparticules, eh bien, en rouge, vous allez avoir des concentrations plasmatiques beaucoup plus longues, beaucoup plus prolongées. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ces systèmes ne sont pas reconnus par le foie. Alors, on parle de système furtif. Pourquoi est-ce qu'on parle de système furtif? Eh bien, c'est un peu comme les avions furtifs. Les radars, c'est les macrophages du foie. Ces radars reconnaissent en jaune les particules de première génération, mais ils ne reconnaissent pas en rouge les particules de première génération à cause de ce chevelu moléculaire. Et donc vous avez des particules, des nanotechnologies qui vont tourner pendant beaucoup plus longtemps, vous le voyez, dans la circulation générale. Alors vous allez me dire, mais en quoi est-ce que ça peut guérir les tumeurs? Eh bien, la nature va nous aider. On a une chance formidable, c'est que si on représente de manière schématique, c'est ce que je vous ai mis ici, un vaisseau sanguin, ce que l'on appelle en termes médicaux un endothélium vasculaire, c'est-à-dire la paroi des vaisseaux, eh bien, quand vous êtes dans un tissu sain,
vous voyez que la paroi des vaisseaux, elle est parfaitement continue. Donc si vous injectez des nanoparticules qui vont tourner longtemps dans la circulation générale, c'est-à-dire dans les tuyaux, eh bien ces particules vont rester dans la circulation générale au niveau du tissu sain. Par contre, vous le voyez ici, quand vous avez une tumeur, eh bien vous avez ce que l'on appelle une réaction inflammatoire. Parce que vous avez une arrivée de macrophages, vous avez une très forte réaction inflammatoire. Et le résultat, c'est que l'endothélium vasculaire, c'est-à-dire la paroi du vaisseau, au niveau de la tumeur, eh bien vous le voyez, il y a des trous. Il est beaucoup plus perméable. Et donc c'est un peu comme si vous aviez une tuyauterie avec des trous à un certain endroit. Eh bien, il est évident que si vous avez des particules qui tournent longtemps dans la circulation générale, petit à petit ces particules vont passer à travers ces trous. C'est ce que l'on appelle l'extravasation tumorale sélective. Et je vais vous en donner un exemple qui est tout à fait spectaculaire. On a travaillé avec une équipe de Villejuif, d'oncologues, sur ce que l'on appelle un gliosarcome. Vous savez, c'est une tumeur cérébrale. Actuellement, ce sont des pathologies qui sont pratiquement, généralement qu'on opère, mais où on a des récidives. L'espérance de vie est d'une quinzaine de mois, grosso modo. Et donc, ce que l'on essaye, une des raisons pour lesquelles on a très difficile à traiter cette pathologie-là, c'est justement que les médicaments anticancéreux, ils ne passent pas ce que l'on appelle la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire ils diffusent mal au niveau du cerveau. Eh bien, vous le voyez ici, encore une fois, ce sont des animaux de laboratoire qui ont cette fois-ci un gliome cérébral, donc on leur a injecté des cellules tumorales au niveau cérébral. Vous pouvez faire l'histologie, vous voyez très très bien ici l'histologie de ce gliome cérébral. Et si vous injectez un colorant dans la circulation de ces animaux, eh bien vous voyez que ce colorant, c'est ce que vous voyez ici en bleu, va aller se mettre uniquement au niveau de la tumeur. Parce que c'est ce que je vous expliquais, c'est à cet endroit-là qu'on a les trous. Et donc le colorant, il va diffuser dans la tumeur. Eh bien, nos nanoparticules, vous le voyez, de deuxième génération, quand on les a recouvertes de polyéthylène glycol, elles vont faire la même chose. Elles vont, vous le voyez, ça c'est la tumeur ici, elles vont diffuser petit à petit au niveau de l'endothélium vasculaire tumoral et on va avoir un effet de diffusion de la particule avec son contenu en médicaments anticancéreux et un effet également, vous le voyez, de rétention, c'est-à-dire que la particule va diffuser dans le tissu tumoral et elle va y rester. Alors on peut encore aller plus loin parce que là on est dans le tissu. Et on peut se dire maintenant comment, une fois qu'on est dans le tissu, on peut faire entrer ces nanotechnologies dans la cellule. Et pour cela, eh bien, on peut faire des nanotechnologies équipées de missiles moléculaires. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, là aussi, je vous disais, la pluridisciplinarité, c'est important. Là, on a besoin des biologistes, et notamment des gens qui font de la biologie moléculaire. Parce que ces gens-là, eh bien, tous les jours, si vous lisez les grandes revues scientifiques, on identifie ce que l'on appelle des récepteurs tumoraux, des marqueurs tumoraux, c'est-à-dire des molécules, des protéines en général, qui vont s'exprimer au niveau des cellules tumorales et qui ne vont pas s'exprimer au niveau des cellules normales. Donc pour nous, les gens qui font des nanotechnologies pour la vectorisation, c'est extrêmement important parce que ça veut dire qu'on nous donne l'identité des cibles. On sait ce que l'on doit viser, on sait ce que l'on doit cibler. Alors ici, eh bien, il y a, je vais vous donner un exemple d'une cible, c'est le récepteur de l'acide folique que vous voyez en rouge. Alors vous l'avez au niveau d'un certain nombre de cellules tumorales, dont le cancer de l'ovaire. Alors l'idée, bien entendu, c'est de préparer des nanotechnologies, des nanoparticules, de deuxième génération avec les fameux chevelus moléculaires pour ne pas aller au niveau du foie. Mais au bout de ce chevelu moléculaire, on va mettre une molécule qui va reconnaître sélectivement le récepteur. Comme c'est le récepteur de l'acide folique, qui est une vitamine, comme vous le savez, eh bien, au bout des cheveux des nanoparticules, on va mettre l'acide folique. Et normalement, vous le voyez, ces nanoparticules, cette fois-ci que j'appellerais de troisième génération, vont reconnaître sélectivement les cellules tumorales, vous le voyez ici, et lorsqu'on aura une reconnaissance de la cellule tumorale entre le récepteur et le ligand, eh bien ces particules, vous le voyez, ces nanotechnologies vont être internalisées à l'intérieur de la cellule pour y libérer leur molécule active, le principe actif. Alors pour ça, on doit faire de la chimie. C'est une chimie qui n'est pas facile, je vous le dis tout de suite, parce qu'on est sur des objets qui sont extrêmement petits.
Donc il faut d'abord faire en jaune le cœur de la particule avec un polymère. Dans ce cœur, on va mettre le médicament anticancéreux. Ensuite, on va décorer la particule, vous le voyez, avec ces fameuses chaînes de polyéthylène glycol pour empêcher les protéines plasmatiques de venir s'absorber. Et puis, au bout des queues, si je puis dire, de ces queues furtives, on va mettre l'acide folique qui va reconnaître la tumeur. Alors, ça marche pas mal. Et on va prendre, vous le voyez ici, on a pris toute une série de cellules et on a mesuré au niveau de ces cellules celles qui hyperexprimaient ce marqueur tumoral, à savoir le récepteur de l'acide folique. Et je suis désolé parce que ce sont des noms complexes, ce sont les cellules dites KB3-1, là c'est un cancer du nasopharynx, vous le voyez ici. Eh bien, ces cellules hyperexpriment d'une manière extraordinaire ce récepteur tumoral. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a chargé nos fameux missiles nanoparticulaires décorés avec de l'acide folique avec une molécule fluorescente et on a regardé si on pouvait cibler les cellules qui hyperexpriment le récepteur de l'acide folique et pas les autres cellules. Et vous voyez, ça marche très très bien. Si vous prenez des nanoparticules avec l'acide folique, 3e génération, que vous prenez les cellules KB, vous ne regardez pas ces colonnes-là, c'est simplement pour marquer les cellules, c'est ici que c'est important, mais vous voyez que vous allez entrer dans ces cellules tumorales. Alors que si vous avez les mêmes nanoparticules mais sans acide folique, vous n'allez pas entrer, beaucoup moins, dans les cellules tumorales. Et si vous prenez des cellules qu'on appelle MCF7, peu importe, qui n'ont pas ce récepteur de l'acide folique, eh bien vous voyez que vos particules folatées ne vont pas aller dans ces cellules-là. Donc vous êtes capable ici, grâce à ce missile, à faire un tri cellulaire. Vous êtes capable à dire au médicament, OK, on va aller dans les cellules qui hyperexpriment l'acide folique et qui sont cancéreuses et pas dans les autres cellules. Et c'est ma dernière diapositive, je pense que je suis dans les temps. Vous pouvez même, en utilisant cette stratégie-là, faire ce que l'on appelle non plus de la thérapeutique ciblée avec un médicament, mais de la thérapeutique physique. Et ça, c'est extrêmement récent, ce que je vous montre là, l'idée est la suivante. L'idée, c'est que vous allez préparer, cette fois-ci, des nanoparticules d'oxyde de fer. C'est celle que je vous ai montrée tout au début de mon exposé. Et en surface de ces nanoparticules d'oxyde de fer, vous allez mettre de nouveau les cheveux, et au bout des cheveux, l'acide folique. Et le résultat, c'est que ces nanoparticules vont aller, vous le voyez encore une fois, dans les cellules cancéreuses, et pas dans les cellules qui n'expriment pas ce récepteur de l'acide folique. Et vous le voyez ici. Ça, c'est un morceau de cellule en microscopie normale. Et si vous étudiez la diffraction des électrons, eh bien, vous voyez très très bien que ces fameuses nanoparticules d'oxyde de fer sont dans des vacuoles d'endocytose de ces cellules tumorales. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va pouvoir soumettre ces cellules à un rayonnement électromagnétique. Et vous allez, les cellules qui ont avalé les nanoparticules d'oxyde métallique, elles vont chauffer. Et comme elles chauffent, elles vont mourir. Pour vous donner un exemple relativement simple à comprendre, quand vous prenez une tasse, et vous savez, dans la tasse, il y a un petit peu d'or incrusté, et vous le mettez au micro-ondes, et que, oui, voilà, vous avez un arc électrique, tout à fait. Bon, vous ne laissez pas chauffer longtemps, mais vous faites un temps court. Vous prenez la tasse, la porcelaine est froide et l'or est chaud. Eh bien là, c'est la même chose. Les cellules qui ont avalé les particules d'oxyde de fer, on va faire de l'hyperthermie cellulaire spécifique, elles vont mourir, et pas les autres cellules. Alors pour le moment, on fait ça en culture de cellules. Si vous mélangez des cellules saines et des cellules cancéreuses en culture, et que vous soumettez ça aux nanoparticules et puis à une onde électromagnétique, vous allez tuer les cellules tumorales et pas les autres. On n'en est pas encore au vivo, aux expériences avec les animaux, mais c'est dans tous les cas une voie de recherche tout à fait intéressante, qui est l'hyperthermie finalement adressée par l'intermédiaire de nanotechnologie. Voilà, je pense que j'ai fini mon temps de parole. Eh bien, merci beaucoup. Je vais oser me faire l'interprète de la salle, mais bravo pour votre pédagogie. Et vos images, surtout. Vous avez des questions? Une ou deux ou trois, et puis ensuite on passe au deuxième orateur. Moi, j'en aurais une, si vous permettez.
Vous n'avez pas parlé de la confection même de ces nanoparticules. Si on est à 0,1 micron, comment est-ce que vous maîtrisez ce que vous fabriquez et surtout comment vous le fabriquez? En 2 mots. Alors, bon, ça c'est évidemment une question relativement complexe parce qu'il y a plusieurs méthodologies pour préparer ces objets extrêmement petits. Ce qu'il faut savoir, c'est que, vous l'avez compris, ce sont des systèmes dispersés, puisqu'on a des particules qui vont être dispersées dans une phase aqueuse. Donc en général, pour les préparer, on va partir, par exemple, d'une nano-émulsion. On va faire une émulsion, un peu comme, je vais dire, quand on fait de la vinaigrette, hein, de l'huile dans de l'eau, c'est la vinaigrette, ou du beurre, hein, c'est aussi une émulsion. Donc on a une phase interne qui peut être une phase aqueuse, et une phase externe qui peut être une phase huileuse, ou l'inverse. Et on va s'arranger, par exemple, pour provoquer la polymérisation d'un monomère, excusez-moi, c'est un petit peu compliqué, mais à l'interface entre la gouttelette d'huile et la gouttelette d'eau. Et si à l'intérieur de la gouttelette d'huile, on a mis un médicament, ce médicament va être encapsulé. Donc on part souvent, sans rentrer dans les détails, de systèmes émulsionnés, nano-émulsionnés pour préparer ce genre de choses. Question ? Vous avez bien expliqué pourquoi il y a un tropisme en quelque sorte vers le foie. Mais est-ce que ce n'est pas un mécanisme en fait physiologique et que si vous supprimez ce tropisme, finalement vous allez avoir des effets secondaires? Vous avez parfaitement raison. Ce tropisme, peut-être pour l'expliquer pour la salle d'une manière plus générale, le foie est un peu, on pourrait le dire, l'éboueur de l'organisme. Et dans le foie, je vous l'ai dit, il y a des macrophages. Et ces macrophages, quand ils voient des particules étrangères, que ce soit des nanoparticules ou que ce soit des bactéries ou des virus, eh bien, il va capter ces particules pour les éliminer via les macrophages. Alors, vous avez raison, si on bloquait ce système d'épuration, ce serait dramatique, parce qu'on ne pourrait plus éliminer toutes les autres particules. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce système d'épuration est un système extrêmement résistant, et notamment résistant à la toxicité. Et donc, pour, je dirais, arriver à saturer ce système d'épuration, il faudrait des quantités absolument considérables de nanoparticules. Et par rapport aux quantités qu'on va injecter à un patient, ça ne représente même pas, je dirais, la dose qui correspond à 1/100 de ce qui serait nécessaire pour bloquer ce mécanisme de détoxification. Donc sur ce plan-là, je peux vous rassurer, sur le plan toxicologique, évidemment, tout ça a été étudié avant de commencer un essai clinique de phase 1 et a fortiori un essai clinique de phase 2. Tout ça a été quand même étudié systématiquement chez l'animal, avec des injections qui sont répétées pour voir si au cours du temps, quand on fait une chimiothérapie, on ne sature pas ces problèmes, ces macrophages qui servent, ce qu'on appelle les cellules de Kupfer, qui servent à épurer effectivement la circulation générale. Donc effectivement c'est un risque, ça peut être un risque, c'est un risque qui est étudié sur le plan préclinique en tox, mais actuellement on sait que dans tous les cas pour les nanotechnologies dont je vous ai parlé, ça ne pose pas de problème. Et vous avez une idée approximative du nombre de nanoparticules que vous injectez quand vous êtes dans un essai de phase 2? Bien sûr. Alors, ça peut s'exprimer en nombre, ça peut s'exprimer en poids. En nombre de particules, il faut savoir que vous avez à peu près 10 exposant 12. Donc ça fait, vous voyez, c'est énorme, hein, c'est plus que 100 millions. Hein, 10 exposant 12 nanoparticules par millilitre. Alors, ça vous semble beaucoup, mais en poids, ça ne représente pas nécessairement quelque chose d'important. On va injecter au patient, disons, quelque chose qui est de l'ordre de 50 à 100 mg par kilo, parce qu'on exprime toujours ça par kilo d'individu, de poids du patient. Et donc, lorsque l'on fait ça, on injecte une centaine de milligrammes. On peut aller sans problème jusqu'à une centaine de milligrammes par kilo. Et en intraveineuse? Alors, l'intraveineux, c'est la technique de choix pour les raisons que je vous ai expliquées, parce que ça permet évidemment aux particules de cibler les tumeurs, d'aller à gauche et à droite. Mais il y a tout aussi une approche dont je n'ai pas parlé par manque de temps, c'est la voie orale. Alors, par exemple, dans un domaine que certes beaucoup d'entre vous connaissent, c'est tout le problème des patients diabétiques. Vous savez que les patients diabétiques sont obligés de se piquer. Ils sont obligés de se piquer, simplement, ils prennent de l'insuline, comme vous le savez. Vous savez que s'ils prenaient de l'insuline par voie orale, eh bien, il n'y aurait aucun effet hypoglycémique, il n'y aurait aucun effet contre le diabète, simplement parce que l'insuline est dégradée dans le tube digestif et elle n'est pas absorbée par voie orale.
Alors maintenant, on utilise justement ces nanotechnologies pour essayer de développer des formulations pharmaceutiques pour administrer l'insuline par voie orale. Parce que vous comprenez que si l'insuline est encapsulée dans ces petites nanocapsules, elle va être protégée de la dégradation par les enzymes digestifs. Et on sait que ces particules sont aussi capables d'être captées par certaines cellules bien spécifiques du tube digestif, les plaques de Peyer, et être transloquées dans la circulation générale. Donc actuellement, il y a toute une série de travaux qui concernent l'administration notamment de peptides et de produits issus des biotechnologies par voie orale en utilisant ces systèmes. Donc il n'y a pas que la voie intraveineuse. Question. De toute façon, on pourra réinterroger M. Couvreur à la fin, mais... En fait, c'était pour savoir la dernière partie concernant l'échauffement avec, par exemple, le fer. Comment vous épargnez les globules rouges avec les quantités de fer qu'il y a à l'intérieur? Ah oui, mais attention, ce n'est pas le même fer. Dans les globules rouges, vous avez du fer qui est complexé avec de l'hémoglobine, donc qui est, si vous voulez, soluble, pour simplifier un petit peu les choses. Nous, ce sont des particules, donc ce sont des oxydes de fer qui sont insolubles. Et c'est ce qui fait justement qu'elles vont attirer les ondes électromagnétiques et vont entraîner une hyperthermie relativement importante. Donc vous voyez, l'état physique et chimique du fer est extrêmement important. Une dernière question. Ma question est peut-être un peu naïve, mais les nanocapsules, comment est-ce qu'elles s'ouvrent? Ah non, c'est une très bonne question, elle n'est pas naïve du tout, c'est tout à fait capital. Et je n'ai pas pu l'aborder. Alors, il y a plusieurs possibilités. Ça, c'est de la physique, vous voyez, c'est pour ça que les physiciens sont aussi importants dans cette affaire-là. Alors, elles peuvent soit ne pas s'ouvrir, c'est-à-dire qu'elles vont, on va continuer à avoir l'enveloppe polymère, mais le médicament va diffuser, parce que le médicament est tout petit, il va diffuser à travers l'enveloppe polymère. Alors, les chimistes des polymères vont pouvoir faire des enveloppes, si vous voulez, avec des chaînes de polymères qui sont très proches les unes des autres, et donc la diffusion de la molécule va être très lente. Alors ça, je vais dire, on peut le faire, mais on essaye d'éviter cela parce que si vous avez un polymère qui n'est pas dégradé, il va s'accumuler dans l'organisme et il peut donner de la toxicité. Donc ce qu'on préfère, c'est faire au contraire des nanocapsules avec des polymères biodégradables. Et toute la difficulté, c'est que ces capsules se dégradent là où elles doivent libérer leurs médicaments. Et ça, c'est difficile. Mais avec la chimie, on peut faire beaucoup de choses. Par exemple, on peut développer des polymères dont on sait, par exemple, qu'ils vont être sensibles à des enzymes, par exemple aux estérases. Alors, il faut savoir que les estérases, on sait qu'il y en a beaucoup dans, précisément, la diapositive est partie, mais dans ce que l'on appelle les vacuoles d'endocytose au niveau cellulaire, les lysosomes cellulaires. Et donc, si vous avez un polymère avec une liaison qui est hydrolysable par ces estérases, eh bien, ça ne pourra se faire que dans la cellule, c'est-à-dire quand vous serez au niveau du site d'action. Et donc là, le médicament va tout simplement être libéré suite à l'hydrolyse, la biodégradation, la bioérosion, la métabolisation de l'enveloppe polymère. Dernière question, je vais la poser. À part l'essai de phase 2 dont vous nous avez parlé, est-ce qu'il y a d'autres essais de phase 2 en cours dans le monde actuellement? Et est-ce qu'il y a des essais de phase 3? Alors, il faut savoir qu'il y a quand même déjà 2 médicaments sur le marché, mais qui ne sont pas dans le domaine de la thérapeutique, qui sont dans le domaine du diagnostic. Et la France, d'ailleurs, est très très bien positionnée dans toutes ces nanotechnologies pour le médicament, puisque ce sont les laboratoires Guerbet qui ont mis ce produit sur le marché. Ce sont des petites particules d'oxyde de fer. Alors, non pas pour faire de l'hyperthermie locale, comme je vous l'ai dit, et traiter des patients, mais simplement pour faire de l'imagerie. Parce que ces particules d'oxyde de fer, on peut les suivre par résonance magnétique nucléaire. Et donc, par exemple, une des spécialités qui s'appelle l'Endorem, qui a été mise sur le marché par Guerbet, vous injectez ces nanoparticules d'oxyde de fer, elles vont dans le foie. Si dans le foie, vous avez des cellules tumorales, aux endroits où vous avez des métastases hépatiques, vous n'aurez pas de signal pour le RMN puisque vous n'aurez pas de macrophages pour capter ces particules. Et donc, vous pouvez diagnostiquer des métastases hépatiques. Alors, ça se fait, si vous voulez, par exemple, des patientes qui font un cancer du sein, dont on sait qu'il y a un risque de récidive sous forme de métastase, eh bien, tous les ans, elles vont se faire injecter ces nanoparticules de magnétite. On fait une imagerie du foie, on voit que tout est OK, il n'y a pas de trou, je vais dire, de réponse de signal, pas de problème, on revient l'année d'après. Donc, il y a quand même un médicament. Alors, maintenant, pour répondre en termes de thérapeutique,
C'est très difficile de savoir le nombre de phases 2 qui sont en cours parce que vous savez qu'il y a quand même une compétition scientifique énorme sur ces sujets-là. Et moi, je peux vous le dire, puisque c'est une société qui a été créée dans mon laboratoire, qui s'appelle BioAlliance, qui développe ces essais cliniques de phase 2. Mais il y a très probablement, enfin je suspecte au MIT, qu'une équipe qui est très en compétition avec la nôtre est aussi en train de développer une nanotechnologie d'un type un petit peu différente, également dans le domaine du cancer, mais pas pour les mêmes applications. Mais en général, les phases 2 ne sont pas publiées au moment où elles se font. Vous le savez, elles sont publiées bien après, parce qu'évidemment, l'industriel n'a pas envie de dire, voilà, je suis à 2 doigts de découvrir un médicament, parce que ça peut donner des idées aux autres. Malheureusement, c'est comme ça. Hein. C'est le charme du métier. Ouais. Bon, monsieur Dahan, vous restez assis? Je pense que je vais rester assis. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai pas de micro-cravate, donc on va s'arranger comme ça. Il faudra juste que j'évite de vous aveugler, monsieur Couvreur, en pointant. Merci. Donc, je vais juste quitter un tout petit peu le monde de la thérapie, enfin, du médical, qui a été illustré et discuté par Patrick Couvreur à l'instant, pour vous montrer un autre champ d'application des nanomatériaux, de ces nano-objets, toujours dans le monde du vivant, mais plus pour de l'imagerie, et l'imagerie à l'échelle de la cellule. Alors juste un petit mot en guise d'introduction pour dire que la cellule, en biologie aujourd'hui, c'est un objet d'étude, je dirais, incontournable, et qui est, parce que c'est la brique élémentaire du vivant, vous savez, où beaucoup des fonctions de la vie sont assurées avec la division. Enfin, c'est un objet d'étude qui est aujourd'hui, où il y a de nombreuses questions, et qui est peut-être bien moins connu que les échelles moléculaires de la biologie moléculaire, qui ont connu des progrès absolument spectaculaires depuis une trentaine ou quarantaine d'années. Sur la biologie de la cellule, on connaît beaucoup de choses, mais on sait également qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Et donc, il y a un enjeu très important à obtenir des informations supplémentaires. Et pour ça, l'imagerie, et d'aller visualiser directement ce qui se passe, joue un rôle essentiel. Et ce que je voudrais vous montrer dans ces 15 ou 20 minutes, c'est que ces nanomatériaux, qui viennent d'un champ complètement différent d'études scientifiques, qui n'est pas celui au départ des sciences du vivant, mais plutôt des sciences des matériaux, de la physique et de la chimie, eh bien, trouvent un débouché nouveau et extrêmement prometteur. Alors, en première introduction, ce que je voudrais juste rappeler, ça a été déjà abordé précédemment, mais juste le redire peut-être avec d'autres mots, c'est qu'il y a toute une gamme de matériaux qui sont aujourd'hui, qu'on peut préparer à l'échelle du nanomètre. Et ces matériaux, donc, ils ont une taille contrôlée, donc le nanomètre ou 10 nanomètres ou jusqu'à, disons, 100 nanomètres, qui était l'échelle des nanocapsules dont on parlait avant, mais on peut aller plus petit, hein, on peut aller jusqu'à quelques nanomètres, je vous montrerai un exemple après. Et donc on a un contrôle sur ces tailles et on sait donc explorer cette gamme, cette échelle de dimensions de manière extrêmement précise. Et on sait le faire avec des matériaux qui ont des compositions extrêmement variées. Ces compositions, c'est-à-dire la nature des objets qu'on assemble entre eux, donc ça peut être des métaux. Alors les métaux, ça va être l'or ou l'argent, c'est des objets qu'on a l'habitude de manipuler, des semi-conducteurs. Alors ces semi-conducteurs, ils ont des noms un peu plus compliqués, vous voyez, CDSE, donc ça veut dire par exemple séléniure de cadmium. Bon, en fait, les noms, évidemment, n'ont pas beaucoup d'importance ici. Les semi-conducteurs, c'est ce qui a été pour l'électronique un des objets fondamentaux, qui sert pour faire tous les composants électroniques qui sont dans les ordinateurs, les téléphones portables. Donc c'est une classe de matériaux extrêmement fréquemment utilisée depuis longtemps, qu'on sait maintenant préparer à l'échelle du nanomètre, donc des petits objets, ou bien des isolants, donc des matériaux qui ne conduisent pas les courants électriques. Donc il y a toute une gamme de compositions qui nous donne une grande richesse de choix pour pouvoir préparer ces objets. En plus de ces compositions, on peut jouer sur la forme. Et ça, j'ai mis quelques images dans des clichés de microscopie électronique qui vous montrent un peu la richesse des morphologies qu'on arrive à réaliser. Ça peut être des petites sphères, alors là, vous les voyez, ici, elles sont alignées. Ça peut être des petits bâtons. Quand le petit bâton devient vraiment long, on l'appelle un fil, un nanofil. Mais c'est la même géométrie. Mais on peut même faire des choses plus sophistiqués, comme ce qu'on appelle un tétrapode. Tétrapode, c'est 4 petits bâtons qui sont associés. Alors ici, on en voit 3, le 4e serait caché dans le plan perpendiculaire. Et ça, on arrive maintenant à le faire de manière extrêmement contrôlée en laboratoire. Et vous voyez, l'échelle de dimension, c'est de l'ordre de quelques
10 nanomètres, typiquement, ça c'est une barre qui ferait 50, et donc on arrive à contrôler de manière extrêmement précise. Et tous ces objets, ce qui est important à garder en tête, c'est que ils ont des propriétés physiques, et par propriétés physiques, elles peuvent être optiques. C'est celle qu'on va utiliser nous ici, puisque je vais vous parler d'imagerie, donc c'est vraiment l'optique qui est importante. Mais pour d'autres études, c'est pas l'optique qui jouerait le rôle principal, mais ça pourrait être des propriétés électriques, ça pourrait être des propriétés mécaniques, magnétiques. On a vu il y a quelques instants les oxydes de fer, donc qui peuvent faire de l'hyperthermie, ou des propriétés thermiques, c'est-à-dire la possibilité de chauffer et d'avoir des réponses à l'apport de chaleur qui soit particulièrement intéressante. Tout ça, c'est des propriétés qui sont inscrites dans la nature du matériau, et on a tout un arsenal, c'est une sorte de grand panoplie, on pourrait le voir comme une sorte de Lego, où on a tous ces petits objets et on peut essayer de les assembler ensemble en tirant parti de leurs propriétés. Et quand on va vers le vivant, il y a une remarque toute simple, mais finalement qui est assez remarquable, qui est que ces objets, ils sont de taille comparable à beaucoup de molécules du vivant. C'est-à-dire que le vivant, les cellules ou les systèmes biologiques, ils font du nano, je dirais un peu sans le dire, et ça ils le font depuis toujours, parce que les échelles de taille des petites molécules, que ce soit, je vais la plus petite, l'eau par exemple, mais des sucres, des anticorps, donc ce serait une protéine, ça c'est 10 nanomètres, un virus, ça va être 100 nanomètres, une bactérie, c'est 1000 nanomètres. Donc, et vous voyez que ces nanomatériaux, ils sont dans cette gamme-là. Et ce qu'on peut très bien imaginer, et c'est un effort qui est mené dans beaucoup de laboratoires et avec beaucoup d'applications possibles, qui est donc de marier ces objets. On en a vu d'ailleurs un exemple avant avec ces nanocapsules qui pourra faire des vecteurs thérapeutiques, mais on peut en utiliser pour d'autres objets, pour d'autres applications, et donc de bénéficier de cette compatibilité de taille entre ces objets qui n'ont rien à voir avec le vivant, qui viennent de la chimie, de la physique et de la chimie avec ces arrangements de matériaux, et ces objets et ces molécules biologiques qui sont produits par nos cellules et par des systèmes vivants. Alors, moi, je vais vous prendre un exemple ici parce que c'est peut-être pas, ce sera plus concret. Je pense que c'est un exemple en plus qu'on connaît bien parce que qu'on utilise beaucoup dans le laboratoire, ce qu'on appelle des nanocristaux semi-conducteurs. Alors ici, c'est des petites sphères, vous voyez. Alors ça, c'est 5 nanomètres, donc on est vraiment à l'échelle des nanosciences, et où on voit ces petits atomes. Alors chaque point ici que vous voyez bien arrangé, c'est un atome, et on voit l'arrangement dans une structure cristalline, et donc c'est ça qui donne le nom par essence de nanocristaux, et qui sont composés donc ici quelques dizaines ou quelques centaines d'atomes qui sont arrangés de manière extrêmement contrôlée, et on contrôle la taille générale au moment de la synthèse chimique de ces objets, et on contrôle leur rayon entre typiquement 2 et 8 nanomètres. Ça, c'est des objets qu'on sait maintenant préparer depuis une dizaine d'années, et quand les gens ont commencé à les préparer au départ, ils n'avaient pas en tête des applications biologiques, ils s'intéressaient à la préparation de ces objets pour aller explorer, je dirais, leurs propriétés physique, mais ils n'avaient pas forcément une idée qu'ils pourraient trouver une application dans la biologie. Mais depuis quelques années, on sait que maintenant, en fait, ils peuvent servir de sonde. Je vais vous montrer de quelle manière dans un instant. Et ils sont même devenus des produits commerciaux. C'est pour vous dire à quel point les choses maintenant vont vite. Et vous pouvez acheter ces objets avec différentes, je dirais, avec différentes propriétés auprès de sociétés, de petites sociétés commerciales qui les ont mises sur le marché. Alors, ce qui va nous intéresser pour la suite, c'est leurs propriétés optiques. Et une chose qu'on sait depuis longtemps, c'est que les propriétés optiques de ces objets, ils dépendent crucialement de leur taille. Ça, c'est une des miracles des nanosciences, on pourrait dire dans une certaine mesure, c'est que quand on regarde les objets à une échelle du nanomètre, leurs propriétés varient très rapidement, et éventuellement de manière extrêmement bien contrôlée. Et ici, ce qu'on voit, c'est que ces objets qui émettent de la lumière, quand on les excite, donc qui servent de sondes fluorescentes, la couleur de la lumière qu'ils excitent, c'est la longueur d'onde de la lumière qu'ils émettent, dépend extrêmement précisément de leur taille. Et quand on se promène, c'est-à-dire qu'on fait des petites particules qui auraient 2 nanomètres,
eh bien, ils émettent dans le bleu. Ça, c'est un tube qui contient une solution de ces objets et qu'on excite et on voit ils émettent dans le bleu. Et puis ils vont grossir, plus la longueur d'onde va changer. Et on va couvrir comme ça toute la panoplie de l'arc-en-ciel en partant du bleu ou peut-être un peu violet, puis on va aller vers du bleu, du vert, un peu plus jaune, orange et rouge. Et ça, c'est tout ce qu'on a changé dans ces cas-là, c'est qu'on est passé d'une particule qui faisait 2 nanomètres à 4 nanomètres, 6 nanomètres, 8 nanomètres. Et comme on sait contrôler la préparation de ces échantillons, on sait préparer des échantillons qui ont une couleur extrêmement bien déterminée. Et c'est ça qu'on va essayer d'utiliser pour un grand nombre d'applications comme source de lumière. Et ils ont une propriété assez extraordinaire, ces objets, c'est qu'on arrive à les voir comme ça individuellement. Donc ce qu'on voit sur cette petite lame, ce petit film qui passe en boucle, c'est des nanocristaux qu'on a dilués et qu'on a déposés sur une petite lamelle de verre et qu'on met sous le microscope. Chaque point lumineux ici, c'est une source de lumière qui correspond à un de ces nanoparticules qui émet des photons, de la lumière, qu'on collecte sur une caméra et qu'on peut enregistrer au cours du temps. Et donc, là, j'ai arrêté mon film, mais en fait, on peut les exciter pendant des minutes, des dizaines de minutes, voire des heures. Alors, vous voyez qu'ils s'allument et qu'ils s'éteignent, donc c'est comme un peu une ampoule mal vissée, mais néanmoins, ils nous donnent une lumière, et toute l'idée qui va être derrière, c'est de les utiliser comme des nano-ampoules, une ampoule qu'on accroche à une molécule biologique, parce que justement ils ont la même taille, et dont on se sert pour étudier les propriétés de la molécule biologique, donc on s'en sert comme sonde. C'est ça qui est illustré sur ce petit schéma. Vous voyez une de ces particules, on les accroche par ce petit lien ici qui pourrait être un anticorps, enfin c'est un lien chimique qui peut être plus ou moins simple à réaliser, c'est ce qu'expliquait aussi Patrick Couvreur avant, c'est qu'il faut faire de la chimie pour attacher ces particules à leur cible, mais on peut étudier par exemple cette protéine. Cette protéine, c'est un petit canal ionique donc qui fait passer les ions dans vos cellules et à la membrane des cellules par exemple, et donc on peut l'accrocher de manière spécifique, et en accrochant cette sonde qui est une petite ampoule microscopique qui vous donne de la lumière, qui vous donne de l'information sous forme lumineuse, vous savez, par exemple, on va apprendre des propriétés sur l'objet auquel il est lié, et je vais vous montrer dans un instant, par exemple, qu'est-ce que ça peut donner. Alors, juste il y a un commentaire, ce que je veux dire, c'est qu'on avait des technologies qui nous permettaient de faire ça avant. Mais le pas qui est franchi par l'utilisation de nanomatériaux et les propriétés nouvelles et les propriétés supérieures qu'on arrive, du point de vue optique, qu'on arrive à obtenir avec ces objets, je dirais, pour donner une image, c'est un peu comme quand vous passez de la bougie à l'ampoule électrique. Les technologies précédentes qui étaient basées sur des molécules organiques, donc là on est dans ce qu'on appelle le domaine de la chimie inorganique avec ces nanomatériaux, c'est les molécules organiques qu'on utilisait depuis longtemps quand on faisait des colorations. C'est un peu ce que je peux appeler de la bougie, c'est-à-dire ça vous donne de la lumière, mais vous savez, dans une bougie, la lumière elle est c'est pas extrêmement puissant en termes d'intensité lumineuse, et puis ça a un inconvénient, c'est que ça finit toujours par s'éteindre. Donc vous avez un peu de lumière, et puis ça s'éteint et ça s'arrête. Donc il faut changer la bougie. Ici, on passe à, en quelque sorte, l'ampoule électrique. Alors, une ampoule pas très bien vissée, comme vous l'avez vu, parce que ça clignote. Mais enfin, néanmoins, c'est quelque chose qui est beaucoup plus brillant. Ça vous donne un flux de lumière beaucoup plus important, et vous pouvez regarder pendant beaucoup plus longtemps. Et vous pouvez bien imaginer que quand on passe de l'ampoule de la bougie à l'ampoule électrique, eh bien, on a accès à toute une sorte de clarté nouvelle, et c'est ça dont on va essayer de tirer parti pour étudier dans les cellules. Alors, les expériences qu'on cherche à faire, elles sont illustrées un peu sur ce petit schéma. C'est d'étudier donc des cellules. Alors ça, c'est un schéma, je m'excuse, les commentaires sont ici en anglais, mais c'est un schéma un peu d'une cellule où vous voyez la membrane, et puis vous voyez un noyau cellulaire et différents composants à l'intérieur, et tous ces composants, ils servent à assurer les fonctions cellulaires, la division, la mobilité, puis aussi la production de toute une catégorie de molécules qui sert à la fonction de cette cellule particulière, et qui sert je dirais, au fonctionnement de l'organisme de manière plus générale. Et donc l'idée qu'on a en utilisant ces petites ampoules, si je conserve cette image, c'est d'aller les positionner de manière spécifique à des endroits particuliers, éventuellement en utilisant des ampoules de couleurs différentes, puisqu'on sait qu'il suffit de choisir des objets qui sont de tailles différentes. Donc on va en mettre par exemple des rouges dans la membrane, des bleus dans le noyau cellulaire, là où se trouvent les chromosomes et l'information génétique, et puis dans les parties qu'on appelle le cytoplasme, qui est je dirais l'intermédiaire, là où se fait beaucoup des fonctions de production des protéines et d'autres fonctions de la cellule. Et bien on va mettre d'autres objets, verts par exemple, ou jaunes, qui vont nous renseigner sur une protéine particulière auquel on les a accrochés. Et une fois qu'on a fait ça,
ce qu'on cherche à faire, et ce qu'on arrive à faire dans certains cas, c'est de les regarder bouger. Et on fait de l'imagerie, donc c'est-à-dire qu'on va faire sur une caméra, je dirais, on va détecter le mouvement de ces objets, on va les regarder se déplacer, et on va essayer d'apprendre, je dirais, avec une vision très dynamique sur comment ces objets s'organisent au sein de la cellule, en arrivant à les détecter une par une, et en regardant leur trajectoire dans l'espace et leur organisation dans l'espace. Alors, juste pour prendre une image, pour peut-être vous faire mieux sentir l'intérêt qu'il y a à aller vers ces expériences et vers ces genres de technologies à base de nanomatériaux, et donc qui nous donnent accès à ce genre d'informations, c'est imaginez que vous vouliez étudier l'organisation d'une ville. Donc là, on change de système complètement, mais vous vous intéressez à savoir comment une ville fonctionne. Si vous venez, par exemple, avec une photo aérienne, vous la regardez de très loin, eh bien, si je reprends mon image du début, finalement, ce que vous faites, excusez-moi, vous voyez de très loin, mais vous voyez la structure. De très haut, dans votre avion, vous voyez la structure de la ville, éventuellement le fleuve qui la traverse, quelques grands axes, mais ça vous dit pas beaucoup plus de choses sur l'organisation et la façon dont les choses se passent au niveau de la ville et de la cité. Si maintenant vous vous rapprochez un peu plus, vous allez commencer à regarder un peu plus précisément. À ce moment-là, vous voyez peut-être des structures un peu plus précises. Vous allez voir des trains qui passent, éventuellement des bus. Vous vous doutez bien qu'il y a du mouvement, des bateaux sur les fleuves, mais vous commencez à douter qu'il se passe quelque chose, que ça bouge et que ça s'agite, mais vous n'avez pas forcément toutes les informations. Et puis si vous êtes capable d'aller encore plus près, ce que vous voyez, quand vous zoomez à l'intérieur de votre image urbaine, c'est que vous voyez qu'évidemment à l'intérieur d'une ville, il n'y a pas juste des routes et des trains, des rues, mais il y a aussi des gens qui se déplacent. Mais ils font pas que se déplacer, ils font leurs courses, ils rentrent dans un magasin, ils sortent du magasin, ils s'arrêtent, ils rencontrent un ami, ils discutent avec eux, ils interagissent, ils se quittent, ils se séparent. Il y en a même qui vont le samedi matin à la Villette écouter des conférences. Et ça, c'est quelque chose qui vous donne une information beaucoup plus précise sur comment les choses s'organisent et comment les choses se passent. Et c'est ça, cette information qui est importante si vous voulez connaître à un niveau très élémentaire comment finalement l'organisation de la cité. Et cette image, je crois qu'elle s'applique assez bien à l'idée sur l'organisation cellulaire et des informations qu'on cherche nous à obtenir. C'est-à-dire d'aller au cœur, de plonger au cœur de la cellule en nous donnant une information qui nous donne une information sur le mouvement de ces molécules, qui sont toutes ces molécules qui composent notre système cellulaire, et donc d'essayer de comprendre comment elles s'arrangent dans l'espace, comment elles bougent, comment elles interagissent, pour comprendre au niveau le plus fondamental comment un système aussi complexe peut fonctionner, et puis aussi évidemment comment, lorsqu'il ne fonctionne plus, d'où peuvent éventuellement provenir les dysfonctionnements. Parce que évidemment derrière, on ne cherche pas uniquement à comprendre ce qui marche, mais éventuellement à corriger ce qui un jour ne marche pas avec des outils qui éventuellement sont ceux de la thérapie, comme ils ont pu être en partie discutés précédemment. Alors, pour terminer, parce que je ne voulais pas prendre trop de temps pour cette présentation, je vais juste prendre un exemple. Alors, je ne sais pas si vous voyez, parce que la lumière, peut-être sur l'image de gauche, l'image est peut-être un peu sombre. Et si vous devinez ici, vous voyez une tache, en fait, c'est une image de neurones qui sont faits en culture. Donc, c'est des neurones qui sont vivants. Donc, ici, on voit le corps de la cellule, donc là où se trouve le noyau du neurone, donc qui sont des cellules du système nerveux, qui sont donc des cellules essentielles dans un organisme vivant. Eh bien, on voit donc une culture de neurones, donc on voit des structures. Enfin, peut-être les deviner. Moi, d'ici, je suis peut-être pas un très bon angle, mais et on rajoute des petits points rouges. Tous ces petits points rouges, c'est ces nanoparticules qu'on a accrochées spécifiquement à des molécules. Alors, les molécules qui nous intéressent ici, ce sont des protéines qui se trouvent dans la membrane de ces cellules, sont ce qu'on appelle des récepteurs. Et ces récepteurs, ils sont impliqués dans du transfert de l'information. C'est-à-dire comment les neurones communiquent entre eux, comment, ils disent depuis le cerveau jusqu'à votre main, éventuellement de faire une action mécanique, ou alors tout ce qui est le fonctionnement de votre cerveau. Les neurones communiquent entre eux, et il y a des agents de communication. Et parmi cette chaîne de communication, il y a des protéines qui reçoivent l'information et qui la transmettent. Ces récepteurs qui se trouvent dans la membrane sont un exemple parmi les nombreuses molécules qui jouent un rôle dans cette transmission du signal. Et donc ce qu'on a fait ici, et là vous les voyez, ils sont fixes, c'est juste de les repérer dans notre cellule avec ces nanomatériaux. Donc on a pris une de ces petites nanoparticules qui fait 5 nanomètres typiquement, on l'a attaché et on vient le repérer.
Mais ce qui est aussi important, c'est que une fois qu'on a fait ça, on peut les regarder bouger. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer dans cette image. Et vous voyez, ça, c'est ce qui se passe finalement en partie dans les neurones, dans vos neurones, dans les miens. C'est que ces récepteurs qui sont dans la membrane, ils s'agitent. Ils s'agitent considérablement. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'image de la ville que je vous donnais, où on voyait des gens qui marchent, eh bien, elle ne s'applique pas entièrement en fait quand on regarde à l'échelle du nanomètre. Parce qu'à l'échelle du nanomètre, le mouvement, c'est pas celui d'un marcheur. Le mouvement, c'est plus celui d'un ivrogne. C'est quelqu'un qui titube. Et en fait, vous voyez ces petits points qui bougent, donc ils sont ces récepteurs qui se déplacent. Ils sont agités, ils ont une sorte d'agitation. Ils vont à gauche, ils vont à droite. On a l'impression qu'ils savent pas vraiment où ils se déplacent. Il y a une sorte de grand désordre. Et ça, c'est quelque chose qui est une propriété inhérente de l'échelle du nanomètre et que avec ces méthodes d'imagerie, on arrive à rendre compte extrêmement bien, parce que vous arrivez à le visualiser comme ça, et je peux vous montrer ces films qu'on enregistre en laboratoire. Et ce grand désordre, il est assez surprenant en fait quand vous réfléchissez, et il pose beaucoup de questions, parce que une cellule, et l'organisme est composé d'un nombre absolument considérable de cellules, chaque cellule a un fonctionnement assez organisé. Et elle remplit des tâches qui sont assez précises. Donc quelque part, il y a l'idée qu'il y a un fonctionnement assez ordonné. Mais en même temps, quand on regarde chacune de ces molécules, il y a un désordre considérable. Et ça, on le voit très bien parce qu'on a accès maintenant directement à l'échelle de la molécule pour la visualiser, voir son mouvement. Et quelque part, ce qu'on peut essayer maintenant de comprendre, c'est de se poser la question, mais comment c'est possible que finalement une structure qui soit aussi ordonnée dans son fonctionnement et qui fonctionne avec des cycles extrêmement précis, à l'échelle de chaque molécule qui la compose, eh bien ça soit aussi désordonné. Et donc il y a cette compétition entre une forme d'ordre et de désordre, et ces techniques d'imagerie qu'on essaie d'illustrer ici, je dirais, nous donnent accès à ces questions, et elle essaie de répondre à ces questions, d'essayer de comprendre eh bien qu'est-ce que de l'ordre et de ce désordre finalement assure le fonctionnement général à une échelle de la cellule. Et pour terminer, le dernier commentaire, c'est de dire que, bon, je vous ai montré un exemple d'imagerie à l'échelle cellulaire par des méthodes optiques où on utilise ces nanomatériaux. Donc ça s'inscrit dans une démarche très générale en biologie ou en médecine où ces outils d'imagerie deviennent de plus en plus importants et jouent un rôle de plus en plus, je dirais, quotidien. Vous savez très certainement qu'une des révolutions du diagnostic et médical, c'est l'utilisation des méthodes d'imagerie de résonance magnétique, donc les IRM, qui sont maintenant extrêmement fréquemment utilisées. Et donc, ces outils d'imagerie, en fait, ils sont extrêmement puissants parce que, je dirais, quelque part, ils révèlent des choses qu'on peut parfois soupçonner. Je dirais, certains des concepts que j'ai essayé d'illustrer très rapidement ici sur les mouvements, l'agitation de ces molécules, c'est des choses qu'on pouvait avoir en tête, qui ne sont pas des concepts qu'on a découverts, mais on a des outils aujourd'hui pour les voir, pour les visualiser, pour les calculer, pour les prendre en compte. Et ça soulève beaucoup de questions. Et ce qu'on espère, bien sûr, avec des collègues chimistes, parce qu'encore une fois, je souscris complètement à la remarque qui a été faite précédemment, c'est-à-dire qu'il faut mettre beaucoup de compétences ensemble, des gens qui font de l'optique, de la chimie pour préparer les objets, des biologistes qui savent aussi modifier et comprendre le fonctionnement de ces cellules. Et donc en mettant toutes ces compétences ensemble, avec, je pense, ces outils d'imagerie qui viennent dans un apport extrêmement puissant, d'essayer de poser des questions, de comprendre sur le fonctionnement des cellules et évidemment leur dysfonctionnement, et avec toutes les implications que ça a sur des problèmes de maladie et éventuellement de thérapie dans un deuxième temps. Voilà, je vous remercie. Eh bien, merci encore pour votre effort de vulgarisation. J'avais une question, j'ai peut-être mal suivi, mais comment vous les allumez, ces ampoules? Oui, alors c'est pas une ampoule, évidemment, l'interrupteur, il n'est pas aussi simple que celui de l'interrupteur domestique. En fait, on les excite avec de la lumière. Ce sont des méthodes qu'on appelle de fluorescence, qui sont des méthodes assez fréquemment utilisées pour de l'imagerie en biologie. Donc on leur apporte de la lumière, et eux, je dirais, en les excitant comme ça, eux se désexcitent en réémettant de la lumière qui a une autre couleur. Donc il y a cette couleur qui peut varier entre du bleu au rouge. Et c'est cette lumière émise uniquement qu'on détecte, et non pas la lumière qu'on leur a apportée. Question de la salle? Attendez, on va vous apporter peut-être un micro.
Quel est le rapport entre vos mouvements de vos petites lumières et tout simplement le mouvement brownien? Ah bah c'est en fait du mouvement brownien. Je n'ai pas utilisé le mot ici, mais c'est pour des gens qui sont plus familiers avec ça. C'est l'agitation brownienne qu'on est en train de visualiser, l'agitation des molécules dans un milieu qui est le milieu de la cellule, qui est un milieu liquide ou visqueux. Et donc, ce que vous voyez ici, là, le film a disparu, mais le mouvement aléatoire que j'ai essayé de représenter, c'est ce que les gens appellent du mouvement brownien et qu'ils ont visualisé sur des systèmes plus gros. Je dirais qu'une des choses qu'on a, c'est qu'on arrive maintenant, parce qu'on a cette sensibilité, parce qu'on a les propriétés optiques de ces objets, on arrive à le visualiser sur des objets qui sont extrêmement petits, auxquels on n'avait pas accès précédemment. Mais c'est du mouvement brownien. Deux questions. Vous avez vous avez dit que les émissions des nanos étaient fonction de la taille. Est-ce qu'on a une explication de cela? Et d'autre part, l'explication du clignotement de l'émission. Alors, sur la première question, oui, on sait très bien pourquoi la longueur d'onde, la couleur donc de ces nanoparticules dépend de leur taille. C'est un effet des propriétés des électrons à l'intérieur de ces objets qui a trait avec la nature, je dirais, quantique. Donc c'est la physique quantique qui décrit ces objets à cette échelle de taille. Et donc on sait très bien expliquer ça. Je vais d'ailleurs faire une remarque à ce propos, c'est que les propriétés de dépendance de la couleur avec la taille, je vous l'ai dit, ça fait 10 ans qu'on sait faire ces objets, mais dans d'autres catégories de matériaux, ça fait peut-être des siècles, enfin des siècles ou plusieurs siècles qu'on utilise ces propriétés. Les vitraux du Moyen-Âge, la couleur des vitraux du Moyen-Âge, en fait, elle résulte du fait que les gens qui faisaient ces vitraux, et d'ailleurs je crains que ça soit un art qui se perde, ils utilisaient des particules d'or, et ces particules d'or, parce qu'ils faisaient pas du semi-conducteur à l'époque, mais ils utilisaient des particules d'or qui avaient des petites tailles, qui contrôlaient peut-être pas aussi précisément que ce qu'on sait faire aujourd'hui, mais parce qu'ils avaient quand même utilisé des particules qui avaient des tailles différentes, ces particules avaient des propriétés optiques différentes, et donc menaient à des couleurs différentes. Et donc les vitraux du Moyen-Âge, en fait, ils utilisaient déjà ces propriétés de dépendance de la couleur avec la taille des objets. Donc il faut peut-être rester modeste sur tous nos progrès en nanosciences. C'était quelque chose qu'on savait déjà faire au Moyen-Âge. Enfin, certains aspects en tout cas. Alors pour la deuxième question, là c'est une question un peu plus technique, un peu plus compliquée, sur savoir pourquoi ça clignote. Alors on sait en partie, ça a toujours à voir avec le fonctionnement, je dirais, des électrons et de la physique de ces objets, et le fait que, eh bien, quand on excite ces objets, eh bien, de temps en temps, eh bien, au lieu de réémettre l'électron, au lieu de se désexciter en réémettant de la lumière, ce qu'il fait dans la plupart des cas, de temps en temps, il s'échappe. Je dirais, il utilise son énergie au lieu pour la recracher entre guillemets sous forme d'un photon de lumière, eh bien il l'utilise sous forme d'énergie cinétique. Il s'en va, et en s'en allant de la particule, il la rend chargée, il la ionise, et tant qu'elle est ionisée, elle émet plus de lumière. Et donc il faut attendre qu'une fois qu'il ait fait son petit tour, il revienne, et quand cet électron a décidé de revenir, ce qui arrive au bout de quelques secondes comme ce que vous voyez sur le film, eh bien on reprend le cycle normal et l'ampoule se rallume. Et donc c'est le clignotement que vous visualisez, c'était en fait cette alternance entre le cycle normal des électrons qui émettent de la lumière et leur propriété d'aller se promener dans le voisonnage de la particule. Et quand je dis se promener, c'est au sens littéral du terme, hein, c'est vraiment une promenade de l'électron, et puis avant qu'il revienne, et donc que la particule reprenne son cycle normal. Une réflexion un peu naïve, mais vous postulez que le fait que vous introduisiez dans le vivant ces objets, disons, vous permet de voir le vivant tel qu'il existe vraiment. Vous ne perturbez pas le système au point que les images que vous nous montrez ne seraient pas en fait ce qui se passe en réalité, mais ce qui se passe parce que vous avez mis ces objets à l'intérieur. Alors, oui, ça c'est une remarque tout à fait légitime, mais c'est une question évidemment qu'il faut se poser. J'ai deux réponses. La première, c'est que si on regarde pas, on ne sait pas, donc on n'a pas d'informations. Bon, donc évidemment, dès qu'on rajoute quelque chose qui nous donne une information, on peut perturber, mais comment le savoir? Alors ça, c'est pas tout à fait vrai quand même. C'est un peu une réponse un peu caricaturale. Alors,
on fait toute une série de tests en modifiant les propriétés de ce qu'on rajoute, ce qu'on introduit, pour vérifier que finalement il y a une sorte de, les données sont bien consistantes, c'est-à-dire que on a toute une gamme de résultats qui ne semblent pas dépendre de la propriété précise de ce qu'on rajoute à l'intérieur. C'est pas toujours le cas, hein, donc il peut y avoir des perturbations qu'on peut soit contrôler, soit essayer de corriger ou essayer de prendre en compte. Donc ça, c'est dans ce cas-là, on arrive à essayer de se rapprocher de l'information, du fonctionnement tel qu'on pense qu'il est naturellement. Soit, c'est vrai que dans certains cas, il y a des perturbations, et auquel cas, évidemment, on est limité par ça. Et c'est une des limites de ces approches, parce qu'il y en a, évidemment, il y a des questions auxquelles on n'a pas accès, parce qu'effectivement, on perturbe trop le système. Question ? Non ? Alors une dernière peut-être. Qu'est-ce que vous imaginez raisonnablement et dans quel délai comme application diagnostique ? Ou est-ce qu'on est encore vraiment à des zones trop... Non. Alors, soit la question porte sur les applications diagnostiques des expériences telles que celles que j'essaie de vous montrer ici. Je dirais que la façon dont les expériences sont formulées, pour le moment, on essaie vraiment, c'est vraiment une question sur la nature le fonctionnement biologique du système. Donc, je dirais que c'est peut-être pas forcément ce qui demain servira à diagnostiquer chez un patient une pathologie. Par contre, ce qu'on peut penser, c'est que les études qu'on fait là et donc les informations qu'on arrive les mouvements qu'on arrive à visualiser, peut-être ils nous serviront. Là, c'est une bonne interrogation, mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément si éloigné, je dirais, à distinguer sur l'action précise de certains médicaments, à une échelle vraiment cellulaire, c'est-à-dire pas au niveau de l'organisme complet tel qu'il nous a été présenté avant, mais au moins à l'échelle de la cellule, c'est-à-dire la réponse vraiment biologique à la présence d'une molécule, je dirais, pharmaceutique qui va perturber le fonctionnement de la cellule, qui va modifier les propriétés de certaines d'arrangement de la cellule, et ça, on peut le visualiser. Et donc ça, peut-être que dans le développement, à certaines échelles en tout cas, du développement d'un développement pharmaceutique et de l'identification des bonnes molécules pour répondre à telle pathologie, on peut peut-être penser qu'à terme, on va utiliser ce genre d'informations pour essayer d'améliorer, de peaufiner, de cibler mieux précisément, plus précisément, les bonnes molécules parmi l'arsenal des agents pharmacologiques qu'on est susceptible de préparer en laboratoire. Monsieur Couvreur, vous avez des questions, des commentaires sur... J'ai peut-être un commentaire à faire là-dessus parce que c'est très intéressant. Il faut savoir que, effectivement, toutes ces techniques que vous avez présentées, moi je pense qu'elles ont un potentiel dans le domaine du développement des médicaments. Et il faut savoir d'ailleurs que c'est un des objectifs du pôle de compétitivité Meditech Santé. Vous savez qu'il y a, bien entendu, on s'intéresse à des pathologies comme le cancer, comme les maladies infectieuses, comme les neurosciences, mais il y a aussi tout un axe qui concerne, vous le savez sans doute, l'imagerie. Et à ce niveau-là, l'objectif, justement, dans un pôle de compétitivité comme celui-là, dont la grande presse a quand même pas mal parlé, c'est de mettre ensemble précisément des physiciens qui vont pouvoir développer des outils physico-chimiques pour visualiser un certain nombre de choses, et même des entreprises qui ne sont pas des entreprises pharmaceutiques, mais des entreprises qui sont centrées sur le développement d'outils essentiellement, et des sociétés pharmaceutiques qui, elles, ne s'intéressent pas tellement à l'outil en tant que tel, mais s'intéressent plutôt à ce que l'outil peut amener en termes de compréhension et de développement de nouveaux médicaments. Donc c'est vrai que le monde de la physique et le monde de la pharmacie, je vais dire, jusqu'ici, étaient quand même des mondes relativement éloignés, il faut bien le dire. Mais un des objectifs de ces fameux pôles de compétitivité, c'est justement de les mettre ensemble. Et ça, je pense que c'est quelque chose, on va voir des avancées qui vont peut-être aller beaucoup plus vite que ce qu'on peut imaginer maintenant. Si j'ai juste un tout petit commentaire rapide, je crois qu'on ne saurait trop insister sur le fait qu'on est à un moment où on est obligé, par la nature des problèmes qui nous intéressent, par exemple sur le développement de ces outils pharmacologiques ou d'autres, de mettre ensemble un ensemble de compétences. Je crois que ça a été dit à plusieurs occasions, mais on saurait trop insister là-dessus, qui vont de la physique à la pharmacologie, mais donc de la biologie, de la chimie, et aussi des gens qui font du traitement de l'image, des mathématiciens, pour pouvoir incorporer une masse de connaissances et d'expertise que, évidemment, à l'échelle individuelle, on n'arrive pas à réunir, parce que ça couvre trop de champs disciplinaires variés, et pour
créer ces outils et de demain, à base de beaucoup de ces nanotechnologies sous des formes diverses, il faut arriver à mettre à mettre ensemble et à faire travailler ensemble tous ces gens qui viennent avec des compétences extrêmement diverses. Madame Pinsaud, vous souhaitez? J'avais une question naïve à poser, mais qui est à la jonction de vos deux exposés, puisque M. Couvreur nous a montré qu'on pouvait vectoriser des médicaments sur une cible bien précise, et avec vos diapos, on avait l'impression de le voir, et puis hop, ça s'accroche, c'est merveilleux. Mais étant donné le mouvement brownien et le fait que ces récepteurs précisément s'agitent, tout le temps, quelle est la proportion de ces molécules qu'on vectorise qui va effectivement s'accrocher sur la cible? Est-ce qu'on peut l'estimer, la calculer ou même le visualiser avec vos techniques? Comment ça se passe? Oui, bien sûr. Bon, c'est très difficile de répondre d'une manière générale parce que ça dépend de la cible. Qui est, en fonction des pathologies, évidemment, qui est très différente suivant l'une ou l'autre pathologie. Ça dépend de l'affinité. Par exemple, je vous ai dit ce que j'appelais un missile, donc une molécule qui est capable de reconnaître un récepteur. Ben, vous avez des récepteurs et des ligands qui ont une très forte affinité, et puis vous avez des récepteurs et des ligands qui ont une moins forte affinité, donc la reconnaissance va dépendre de cela. Et puis je dirais que le mouvement brownien n'est pas du tout quelque chose qui va à l'encontre de la reconnaissance, au contraire, puisque à partir du moment où vous avez une cible qui s'agite un petit peu dans la bicouche de phospholipides de la membrane cellulaire, ben ça va lui donner l'occasion justement d'aller chercher une particule et puis l'autre, parce que les particules elles-mêmes sont aussi agitées d'un mouvement brownien. Et donc sur le plan statistique, vous augmentez les chances de collision et donc de reconnaissance avec ce type de... Je pense que le mouvement brownien, parce que quand vous injectez des nanoparticules, elles aussi, elles ont un mouvement brownien, mais si vous voulez, ça n'empêche pas du tout les phénomènes de reconnaissance. Oui. Non, mais je veux dire par là que, puisque le vivant utilise le mouvement brownien finalement pour accomplir cette reconnaissance, la métaphore du missile ou les métaphores qu'on utilise sont peut-être un peu inadéquates. Oui, c'est un missile qui bouge. Oui, moi, juste pour un tout petit commentaire par rapport à votre question, je ne crois pas qu'il faut voir le désordre forcément comme un inconvénient. Le désordre, ça présente bien d'avantages. Les gens... Quand les choses s'agitent beaucoup, eh bien, comme ce que disait ce couvreur, ça leur donne plus de chances de se rencontrer et éventuellement donc d'agir. Donc l'image du désordre, c'est loin d'être un inconvénient, ça présente même bien des avantages. Ça vous gêne, Madame Pinsaud, les métaphores militaires? Oui. Oui, mais on est dans un combat militaire, hein, les autres. Il faut bien savoir que les cellules cancéreuses, le but c'est quand même de les tuer. Hein. C'est pour ça que j'utilise le terme de missile. On a une question dans la salle. Oui, pardon. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir si vous aviez essayé de tester préalablement ces reconnaissances spécifiques, justement pour savoir si la particule fonctionnalisée, la fonction n'était pas dénaturée de par la fonctionnalisation, et si elle reconnaissait bien la molécule cible, essayer de déterminer ces constantes justement de complexation. Tout à fait. Alors évidemment, ça c'est une question fondamentale. Avant de passer chez l'animal ou même au niveau de la cellule, on a des techniques qu'on peut utiliser en physicochimie. Alors, il y a notamment une technique qui s'appelle le biaccord, c'est de la plasmorésonance. Si vous voulez, où d'un côté, vous pouvez fixer les récepteurs, parce que ces récepteurs cellulaires, vous pouvez évidemment les purifier, les avoir à l'état pur, à l'état moléculaire, les accrocher, je vais dire, sur une plaque, hein, pour simplifier, et puis vous faites passer vos particules avec le ligand en face de ce récepteur. Et si la particule s'accroche à la plaque, eh bien, ça veut dire que le récepteur et le ligand se reconnaissent bien. Alors ensuite, comme vous le dites très bien, pour étudier les constantes d'affinité, qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi injecter le ligand sous forme de simple solution, donc non accroché à la particule, pour voir si ce ligand va déplacer la particule de son interaction avec le récepteur. Donc c'est ce qu'on appelle des tests de compétitivité. En fait, on constate que les particules sont toujours plus fortes pour reconnaître le ligand parce que vous avez un effet, si vous voulez, d'interaction multiple. Sur une particule, vous avez plusieurs milliers de ligands, donc vous avez un effet d'interaction multiple que vous n'avez pas avec un ligand sous forme libre. Donc on étudie tout ça, je vais dire, in vitro, en physicochimie. Ensuite, l'étape suivante, on dit on va recommencer avec les cellules, simplement des cellules en culture.
Est-ce que quand je prends ma particule avec des cellules qui hyperexpriment le récepteur, est-ce que la particule va bien dans ces cellules-là et pas dans les autres? Alors ça, on le fait aussi sur culture cellulaire. Et puis, bien entendu, on passe à l'animal. Là, c'est beaucoup plus compliqué, parce que contrairement à la cellule et contrairement aux essais in vitro, avant que la particule n'aille reconnaître son ligand, elle va devoir passer toute une série de barrières biologiques, dont les endothéliums, dont les épithéliums. Et donc, c'est pour ça qu'on fait toute une série d'expériences in vitro, en tube à essai, avant de passer à l'animal, a fortiori avant de passer à l'homme. Voilà comment on fait. Ah, on ne vous entend pas, pardon. Tenez le micro. Ça reste, si je peux dire empirique, il n'y a pas eu une modélisation mathématique, vous n'avez pas essayé de les calculer, ces constantes d'affinité? Ah, si. Alors, bon, il y a des gens qui font ça, tout à fait. On peut faire, par exemple, de la modélisation moléculaire. Et effectivement, on peut, en faisant de la modélisation moléculaire, théoriquement, si vous voulez, prévoir que la constante d'affinité sera celle-ci ou celle-là. Mais c'est vrai que nous, on est quand même principalement des expérimentateurs, et donc on part simplement d'interactions qui sont déjà bien décrites dans la littérature. Quand vous avez, par exemple, un récepteur tumoral et un anticorps monoclonal qui ont été décrits dans la littérature comme interagissant avec telle constante d'affinité, ben nous, on va utiliser cet anticorps simplement parce qu'on lit la littérature et qu'on sait que théoriquement, il doit bien se lier à sa cible. D'accord, je vous remercie. Bon, je vais passer la parole à Madame Masson, mais avant, je vais lui poser peut-être une question. Les deux intervenants ont insisté sur le côté multidisciplinaire, indispensable, etc., et le rapprochement de la physique avec la biologie, etc. Est-ce que dans l'histoire des sciences, il y a eu des périodes où il y avait cette espèce de réunion de sciences, une biologie nourrie par des sciences dures, disons? Oui, au XXe siècle déjà, le début du XXe siècle, la biochimie, la rencontre de la biologie et de la chimie, de la biophysique. Mais ce qui est nouveau là peut-être, c'est que c'est non seulement la biologie, la chimie, mais aussi l'informatique qui converge et permet cela, et bien la neurologie en l'occurrence, donc, et les sciences cognitives, beaucoup de choses. Donc cette convergence et fécondation mutuelle des disciplines est vraiment maintenant quelque chose, non seulement une rencontre fortuite, une rencontre heureuse, mais elle est voulue, programmée. Et ça, c'est la grande différence. Je veux dire que depuis 10 à 20 ans, il y a des stratégies explicites de convergence des disciplines avec de l'argent investi. Mais au XXe siècle, on ne l'a vu pas pour la biologie, on l'a vu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les grands programmes durant la guerre froide, qui étaient aussi dans un climat de compétition, comme vous l'avez évoqué. Il y a eu vraiment des programmes explicites de convergence de plusieurs disciplines à des fins ou civiles ou militaires. Merci. Je vous laisse la parole, puisque c'est votre intervention. Voilà. Ben, il me revient un peu une tâche ingrate, je dois dire, et difficile de présenter un autre point de vue que celui que nous venons d'entendre, puisque les deux interventions veulent présenter les recherches en nanothérapeutique ou nanobiologie comme étant absolument bien justifiées, allant de soi, parce qu'elles apportent de multiples bienfaits et que ce sont des stratégies de recherche absolument bien contrôlées, bien ciblées, bien gérées. Et je voudrais essayer de montrer qu'on peut avoir un autre point de vue, un point de vue qui les présente comme peut-être des paris qu'engagent toutes les sociétés, tous les pays qui se sont engagés dans l'aventure nano. Il y en a 35, à des degrés divers, et que ces paris sont peut-être risqués, en tout cas qu'il faut avoir conscience des conséquences possibles. Première chose que je dirais, puisqu'on a évoqué les méthodes d'encapsulation et de vectorisation des médicaments pour une thérapeutique bien ciblée, moins déstabilisatrice, moins coûteuse, évidemment, on ne peut qu'applaudir à des recherches dans ce sens, surtout quand elles évoquent des soins comme les cancers qui nous touchent beaucoup, etc.
On n'a pas évoqué, mais on aurait pu, et je crois qu'on l'aurait fait si M. Grenier était venu, d'autres applications tout aussi bénéfiques qui sont les techniques de diagnostic, les laboratoires sur puce en particulier, qui permettent des diagnostics in vitro pour des tests rapides et précis. On arrive à doser à une molécule près. Le contrôle agroalimentaire pour détecter des contaminants chimiques ou biologiques, et même peut-être des OGM, le cas échéant, ou bien le contrôle de l'environnement pour détecter des polluants dans l'air ou la qualité de l'eau, ou la légionnelle dans les circuits d'air conditionnés. Bon, donc il y a quantité d'applications qu'on aurait pu encore évoquer et qui montrent à quel point l'intérêt des nanos pour la médecine, pour l'environnement, est absolument indiscutable. Mais comme toujours, et je le rappelle, il y a une autre face, mais toutes les technologies, hein, il y a toujours deux faces des nouvelles technologies, et en l'occurrence, pour la nanomédecine, il y a une autre face qui est militaire et policière. Il ne faut pas l'oublier, car ces recherches ont un intérêt militaire évident, à tel point qu'une grande partie des recherches en ce domaine aux États-Unis est financée par le ministère de la Défense. Je ne parle pas de la France parce qu'il y a une opacité complète sur les investissements militaires à cet égard. Enfin, moi, j'ai pas eu accès aux données. Par exemple, le repérage des attaques chimiques ou bactériologiques, la surveillance accrue du comportement des individus, voire la modélisation de leur comportement, ces recherches sont au centre des travaux actuels du MIT Institute for Soldier Nanotechnology, qui a été créé en 2002 avec un contrat de 50 millions de dollars pour rendre, je cite, les soldats américains invulnérables à l'ennemi et à tout environnement. Donc, c'est pas spécifique aux nanotechnologies, hein. Toutes les technologies ont toujours deux faces. On évoquait tout à l'heure ce qui s'est passé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et dans la guerre froide, mais dans le climat actuel de tension due au terrorisme, eh bien, les nanotechnologies sont plus que bienvenues. Deuxième point que je voudrais aborder, ces technologies médicales, thérapeutiques et diagnostiques offrent des possibilités extraordinaires, mais aussi vont assez rapidement confronter nos sociétés à des choix de société assez difficiles peut-être. Le projet, je l'ai dit et je le reconnais, et loin de moi l'idée de dire qu'il faut arrêter, hein, au contraire, il faut aller de l'avant mais réfléchir en même temps. Le louable projet de démocratiser les techniques de diagnostic et de thérapeutique, des nanos pour tous, hein, moi j'entends ça dans les laboratoires que je vais visiter, c'était affiché même dans un laboratoire, des nanos pour tous. Or, moi, comme j'ai étudié la chimie, eh bien, dans les années 30, il y avait du nylon pour tous, le confort pour tous, la richesse à la portée de tous, bon, grâce à la chimie. Alors maintenant, hein, quand je vois ce qu'est devenue la chimie aujourd'hui, je commence à me dire, ça peut se renverser. Et ça peut se renverser là très très vite. Pourquoi ? Parce que ça pourrait se révéler un piège. Je cite un seul exemple, que j'ai discuté d'ailleurs avec des chercheurs en nano, grâce aux techniques de diagnostic que ces laboratoires sont en train de mettre au point, qui sont des techniques de diagnostic avec une sensibilité à une molécule unique. Hein, et les laboratoires CNRS en question développent des recherches qui sont... le développement est fait par des laboratoires pharmaceutiques, puisqu'il y a des pôles de compétitivité qu'on vient d'évoquer, etc. Mais avec ces techniques de diagnostic à une molécule unique, qu'on va pouvoir généraliser, et ça sera pas cher. Ça, c'est vraiment un progrès extraordinaire. Ça sera pas cher, ça sera à la portée de tous. Mais avec de telles techniques de diagnostic, il y a des chances qu'on soit tous malades. Quand on a des techniques de diagnostic, vu ce qu'est notre organisme, à une molécule unique, on va tous se découvrir une pathologie dramatique.
Vous imaginez l'angoisse. Ah là, je crois que les psychologues auront du travail. Ça, c'est bien. Au moins, là, on va lutter contre le chômage. Mais l'angoisse va monter, va devenir inévitable et intenable. D'où première question qu'on va devoir se poser. N'est-il pas alors préférable de ne pas pousser très loin la sensibilité des diagnostics si on n'a pas mis au point les thérapeutiques qui vont avec? Parce que sinon, ça va être intenable. Donc ça, c'est un problème. Mais deuxième problème, même si l'on mène de front diagnostic et thérapeutique, alors il faudra se demander comment éviter une implosion du système d'assurance maladie. Parce que, ou alors, ça sera la médecine réservée aux riches. Certes, je le répète, ce n'est pas une raison pour arrêter les recherches ni ralentir les progrès, mais je le répète, il faut mener ces recherches de manière responsable, c'est-à-dire en s'interrogeant sur leur impact social, environnemental et moral, voire psychologique. Il faut impérativement accompagner les recherches d'une réflexion sur leur sens, leur finalité, leur impact sur notre société développée occidentale, mais aussi sur les autres sociétés. Réfléchir aux finalités de cette course dans les nanos. Le slogan des nanos, c'est « Smaller, faster, cheaper », c'est-à-dire plus petit, plus vite, moins cher. Et c'est vrai. Miniaturiser tout ce qui peut l'être, ça semble la solution miracle, qui justifie la course en avant et les investissements. Et pour cela, tout chercheur est capable d'invoquer des besoins impérieux même, que quelquefois on rapporte à une entité métaphysique. De tout temps, l'homme a cherché à maîtriser la matière, l'énergie, ou à se dépasser. Ou bien qu'on rapporte à une sorte de loi de Moore généralisée. Et la loi de Moore, vous savez, c'est ce qui permet de réduire le nombre de composants dans un volume de matière tous les 18 mois et de réduire conséquemment le prix. Comme si l'évolution technique prescrivait impérativement de faire toujours plus petit et moins cher. Par exemple, je lis dans le numéro du journal du CEA qui s'appelle Clé, numéro 52, tout d'abord, il existe un besoin croissant d'analyser des échantillons de très petite taille physique à l'échelle de la cellule ou des compartiments cellulaires. Je remarque que vous n'avez pas parlé de besoin. Donc, vous n'avez pas éprouvé le besoin, justement, d'invoquer ces besoins, ce que, bien souvent, quand on rédige des programmes de recherche, on fait. Et qu'est-ce que c'est que ces besoins impérieux qu'on invoque pour aller de l'avant dans les nanotechnologies? C'est évidemment une exigence pour les tests d'ADN ou d'ARN. C'est un besoin, certes. Mais ce besoin est-il un besoin naturel ou c'est impérieux? D'où vient ce besoin? Eh bien, il vient précisément de ce qu'on évoquait tout à l'heure, de l'interdisciplinarité. C'est un besoin qui est issu de la génomique, qui est elle-même issue de la puissance croissante des ordinateurs. Bref, c'est un besoin qui n'a rien de naturel, qui n'est pas aussi naturel, en tout cas qu'on veut nous le faire croire, puisqu'il résulte d'une sorte de spirale de discipline en interaction aujourd'hui et qui emporte la société comme un bolide en mouvement accéléré que plus personne ne dirige vraiment. On peut, et je crois on doit se demander, au nom de qui, au nom de quelle valeur, au nom de quels intérêts poursuit-on ces recherches? C'est des questions de bon sens, ce que je dis. Est-ce pour l'intérêt de tous? Ou est-ce pour l'intérêt des sociétés riches? Ou pour l'intérêt des sociétés les plus démunies? Est-ce que nous voulons vraiment ces applications mirobolantes? Est-ce que nous voulons vraiment investir beaucoup dans la lutte contre les cancers, ou est-ce que nous pensons qu'il faudrait peut-être investir cet argent-là dans d'autres applications? Est-ce que nous voulons vraiment des nanomédecines pour rendre l'ouïe aux malentendants, la vue aux aveugles, la mémoire aux malades d'Alzheimer, ou est-ce qu'il ne faudrait pas lutter contre d'autres maladies qui affectent plusieurs milliards de personnes? Je ne sais pas.
C'est des choix de société, ce sont des choix politiques au niveau de la gestion des programmes de recherche. Est-ce que nous voulons vraiment ces applications mirobolantes et les modes de vie, les types de sociétés qu'elles nous préparent? Par nous, j'entends non seulement les chercheurs, ingénieurs, industriels et banquiers qui œuvrent à la recherche et au développement des nanoproduits, mais aussi nous tous, les citoyens, qui sommes des consommateurs potentiels de ces produits. Car nous avons une responsabilité en tant que consommateurs des produits qui vont être mis sous le marché. Quatrième point, et ce sera le dernier, la bio-nanomédecine illustre, on l'a vu tout à l'heure, de manière exemplaire ce qu'on appelle la fécondation mutuelle des disciplines. Et cette convergence qui s'est déjà opérée du fait de la rencontre entre la possibilité de lire et de manipuler des séquences d'ADN, la possibilité de voir et de manipuler des atomes et des molécules isolées grâce aux instruments qu'on a évoqués dans les séances précédentes, la possibilité aussi de visualiser et de faire pousser des neurones que vous avez évoqué tout à l'heure, cette rencontre provoque incontestablement des opportunités et des perspectives fascinantes. Mais elle suscite également des espoirs de réparer pièce à pièce un organisme, de limiter les effets du vieillissement, voire de nous rendre immortels. Nous savons, et je crois que ça a déjà été évoqué dans des séances précédentes, que les fameuses convergences NBIC, nanobiologie, nanotechnologie, biotechnologie, technologie de l'information et sciences cognitives, sont nourries par le projet, très louable en soi, d'améliorer les performances humaines, mais aussi par des projets de dépasser l'espèce humaine, de rendre les humains immortels et par des projets transhumanistes. Évidemment, l'attitude spontanée, en France en particulier, l'attitude apparemment raisonnable de la plupart des scientifiques français, c'est de dire il faut bien distinguer les fantasmes de la réalité. Il faut absolument se séparer, divorcer d'avec ces fous. Et d'abord, ils sont loin, hein, ils sont de l'autre côté de l'Atlantique. Il faut démêler les perspectives réalistes et utiles des spéculations fumeuses. Là, je cite encore ce journal. Je cite celui-là parce que je le lisais hier, hein, mais il y en a quantité d'autres. Démêler les perspectives réalistes et utiles des spéculations fumeuses, écouter les pasteurs et empêcher les docteurs faux-l'amour de nuire. Mais croire que l'on peut séparer le bon grain de l'ivraie et dégager la science pure, la science vierge de tout rêve et de toute fantaisie ou science-fiction, et cette science-fiction, n'est-ce pas peut-être le plus grand rêve ou la plus grande illusion? C'est peut-être encore se bercer de l'illusion positiviste selon laquelle les énoncés scientifiques sont dégagés de toute métaphysique. Comment croire ou faire croire que les nanotechnologies ne font peur que parce qu'il y a des gens peu sérieux comme Drexler ou les autres amateurs de science-fiction qui s'amusent à construire des scénarios d'apocalypse ou des scénarios de cyborgs ou de cerveaux extérieurs, et non parce que ce sont des technologies invisibles et invasives. Voudrait-on nous faire croire que c'est par pur hasard que des technologies invisibles et invasibles sont activement recherchées dans le contexte d'une société obsédée par la sécurité et la peur de l'autre? Les bio-nanotechnologies ne sont pas neutres. Elles sont porteuses d'un projet politique comme d'un projet métaphysique et elles présupposent et renforcent ce projet. Je ne parlerai même pas de l'ambition de dépasser les limites de la nature humaine, de défier les contraintes et les limites imposées par l'âge, le vieillissement ou la maladie, qui reviennent tout simplement à refuser notre condition humaine, laquelle tisse la solidarité entre les humains, quel que soit leur pays, leur langue, leur religion, leur richesse. Nous mourrons tous, que nous soyons riches ou pas, et nous souffrons tous de maladies, que nous soyons riches ou pas, c'est notre condition.
et on risque de créer des médecines à 2 vitesses où une partie de l'humanité améliorée dans les pays riches avec des performances et des compétences améliorées et dans d'autres pays non. Ça, je n'en parlerai pas, c'est un problème politique, éthique. Mais il y a des engagements même métaphysiques ou philosophiques dans les nanotechnologies. Le projet de nanodispositifs permettant une surveillance continue de notre biochimie et le remplacement des pièces une à une efface progressivement la frontière entre l'organisme et la machine. L'organisme devient une sorte d'ensemble de pièces détachées, indéfiniment réparables, qui transforme le médecin en une sorte de garagiste et mon corps en une machine artificielle que je peux restaurer pièce à pièce. En plus, le projet de réparer les dysfonctionnements de la machine humaine réactive les fantasmes d'une sorte d'émancipation à l'égard des contraintes matérielles grâce au pouvoir de l'intelligence. On a un peu l'impression que notre corps est un tombeau, comme du temps de Platon, et que ce corps, je peux le réparer pièce à pièce, ou que je peux le porter pour faire vivre mon cerveau ou mon intelligence. Ce rêve qui repose sur une conception dualiste de l'homme, avec d'un côté l'esprit, l'intelligence qui domine la matière, le corps, est aussi vieux que les technologies occidentales, et ce corps prison qu'on voudrait bien réduire et dont on voudrait bien se libérer et qu'on cherche en tout cas à défier grâce à la nanomédecine, ça me paraît reposer sur une conception philosophique très douteuse. Voilà pourquoi peut-être qu'il faut essayer de se poser des questions et en tout cas d'essayer d'orienter le développement des nanomédecines et des nanobiologies dans le sens que nous voudrons et en tout cas ne pas s'embarquer sur des prémices fausses. Merci.